Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue pour un nouveau Balance ta science. Je m'appelle Romain Esnard, je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce soir pour une nouvelle émission, comme tous les lundis 20h30. Maintenant, depuis un petit moment, on aime balancer la science sur cette émission, sur cette chaîne qui s'appelle Tout ce qu'on prend. Je le rappelle, pour les gens qui sont éventuellement nouveaux, et je sais qu'il y en a certains dans le chat, notamment Pink Lady et Loupaji, bienvenue à vous deux et bienvenue aussi aux autres éventuellement qui venaient de découvrir la chaîne avec ce live. Je suis très heureux d'avoir aussi des nouvelles personnes. Donc peut-être vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ici, pourquoi, comment. Eh bien, Tout ce qu'on prend, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique qui essaye de promouvoir aussi bien que possible la science dans ces différentes disciplines qui peuvent exister, que ça soit de la science dure, entre guillemets, avec la physique, chimie, toutes ces disciplines que vous connaissez très bien, ou les sciences plus humaines et sociales. Voilà, donc il y a différents formats qui existent sur la chaîne. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je vous laisserai éventuellement découvrir tout ce que je peux vous proposer en regardant les rediffusions qui existent à la fois dans l'onglet vidéo de ma chaîne Twitch, ou sinon sur ma chaîne YouTube de replay qui s'appelle Tout ce qu'on prend replay. Nous aussi on est heureux, et bien moi ça fait plaisir Paul Osama de te revoir. Merci également aux personnes présentes dans le chat, à ceux qui ont écrit, Better Life Zero, June Shun, Bebarboy, Mandrake42, voilà des noms que je connais, que j'ai déjà vu passer du moins, donc ça fait plaisir. Gleaming Angel également, j'aime bien la musique, eh bien elle n'est pas prête de changer, du moins pour le moment. Pas beaucoup de personnes se sont vraiment plaintes de ça. La plupart trouvent le côté jazzy un peu cool et reposant. C'est un petit peu aussi l'esprit de la chaîne finalement, puisqu'ici on essaye d'avoir l'esprit assez tranquille et d'essayer de comprendre un maximum de choses sans non plus se mettre la pression évidemment. L'objectif ce n'est pas qu'on ressorte de l'émission avec un mal de tête ou un savoir infini, mais tout simplement toucher du doigt un sujet, puisque Balance ta science, je vais un petit peu expliquer quand même le format de cette émission-là. Balance ta science, c'est une émission où on invite un expert ou quelqu'un qui connaît des choses sur un sujet, venir en discuter via une sorte d'interview, discussion vulgarisée, interactive, où voilà, c'est très spontané, assez improvisé, vous allez voir. Sachant que le sujet, on en a discuté un petit peu avant en privé, donc je vois un peu de quoi ça parle, mais je ne suis pas du tout expert de la question. Merci beaucoup GetBenzen, merci énormément et bienvenue aux 23 viewers. D'ailleurs il y a toujours cette faute d'orthographe, je me rends compte sur mon annonce de raid. Merci beaucoup GetBenzen qui était en live, GetBenzen, chaîne de vulgarisation scientifique qui vous propose également du contenu à caractère éducatif, très intéressant. Merci et bienvenue aux 23 viewers qui viennent de nous rejoindre. J'espère que votre live s'est bien passé. J'ai pu regarder quelques instants tout à l'heure et c'était très intéressant. Ils ont parlé des ondes, les différentes ondes électromagnétiques qui existent. Donc c'était super cool. Merci pour ce raid. Merci. Vous venez d'arriver ici sur Tout ce qu'on prend. Donc c'est une chaîne également de vulgarisation où on essaie de parler de différents sujets, soit en invitant des experts ou soit en s'improvisant soi-même des fois. Pas expert, mais disons qu'on essaye ensemble de chercher des informations sur internet ou en faisant des reacts par exemple sur du contenu qui peut exister sur YouTube, ou en ce moment on regarde un animé scientifique qui s'appelle Dr Stone les mercredis. Voilà, j'avais dit que je ne ferais pas ma pub et je suis en train de la faire, malheureux que je suis. Sinon les samedis matins évidemment le Café Croissance, on fait aussi des revues d'actu. Bref, je vous laisserai découvrir tout ça dans l'onglet vidéo de ma chaîne Twitch, plein de formats différents, ou sur ma chaîne YouTube de rediffusion, Tout ce qu'on prend replay. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour du propriétaire. Je fais toujours une petite introduction avant de commencer les Balance ta science pour un petit peu recadrer pour les gens qui ne connaîtraient pas éventuellement la chaîne. Bonjour tout le monde, salut à Germain qui vient nous rejoindre et bienvenue aussi à Fausse Cosmity. Vous êtes sur Dr Stone, vous en êtes tous, on en est où sur Dr Stone? On est à la saison 2, épisode 3 ou 4, je sais plus. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez nous rejoindre à n'importe quel moment, puisque c'est une série relativement facile à comprendre, et je fais toujours des récaps. Donc on le regarde surtout pour l'aspect scientifique, vous inquiétez pas, le scénario est très simple. Et voilà, on passe un bon moment à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sinon? Oui, alors voilà, ça me fait toujours autant plaisir de vous proposer les Balance ta science. En plus, sur un sujet ce soir qu'on n'a encore jamais abordé sur la chaîne, puisqu'on va parler de chimie verte. On va évidemment, comme d'habitude, prendre le temps d'expliquer les notions, d'essayer de faire en sorte qu'on comprenne de quoi on parle avant d'en parler.
Et puis après, on va progressivement rentrer dans le vif du sujet, sans non plus rentrer dans trop de détails, j'ai envie de vous dire, parce que l'objectif des balances de la science, ce n'est pas encore une fois de devenir expert nous-mêmes du sujet, mais de toucher du doigt ce que peut être le sujet de recherche de quelqu'un, par exemple, ou l'intérêt de quelqu'un pour quelque chose. Donc voilà, c'est sûr qu'en 2 heures, on n'arrivera jamais à traiter du sujet dans tous ses tenants et de ses aboutissants, mais au moins on aura exploré la surface et on aura quelques clés de compréhension. Voilà l'idée un petit peu du balance ta science. Sinon, je vous encourage évidemment à me rejoindre sur les réseaux, tout ça, en particulier Twitter, Discord. Alors Discord, il y a 2 Discord qui existent. Il y a le Discord de ma chaîne, Tout se comprend, que vous pouvez rejoindre pour continuer de discuter dessus, proposer des sujets, découvrir aussi mes différents formats qui existent, me suggérer des idées, émettre des critiques, partager des choses, partager même des choses qui n'ont rien à voir avec la science d'ailleurs. Donc voilà, le Discord de ma chaîne, ou sinon le Discord de PogScience, PogScience qui est un groupe de vulgarisateurs qui vous propose des lives sur Twitch. On est bientôt, on est maintenant même une quinzaine. J'ai arrêté de compter parce qu'on est quand même vachement nombreux et on vous propose tous les jours, tous les soirs, il me semble, si je dis pas de bêtises, vous avez, même des fois tous les matins, vous avez du contenu de vulgarisation scientifique et culturelle au sens très très large. Vous trouverez forcément un streamer ou un format ou une émission à votre goût sur PogScience, parce qu'on vous propose plein de choses différentes. Et d'ailleurs, il y a des streamers de PogScience qui sont là ce soir dans le chat. Il y a GetBarzen par exemple, qui est présent, qui fait partie aussi de PogScience. Merci beaucoup Fausse Committee, merci pour le follow, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que ce soir cette émission te plaira. Voilà. En ce moment même, il y a 4 stream Pog. Et oui, en ce moment même, c'est ça, on est tellement actifs en tant que collectif qu'il y a plein de streams à voir. Un même soir, vous avez l'embarras du choix pour choisir quel est le stream que vous voulez voir. Donc c'est ça qui est top. Si vous voulez découvrir un peu de contenu, non pas de cul, mais de contenu culturel, voilà, c'était ça que je voulais dire. Si vous voulez découvrir un peu ce genre de contenu, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre, évidemment, pour découvrir tout ce groupe de joyeux lurons qui aimons diffuser la connaissance et la compréhension. Voilà, je pense qu'avoir fait le tour, c'est toujours le petit speech de début. Ce soir, vous l'avez vu, j'en ai un petit peu parlé, la chimie verte, la chimie de demain dans une boîte de pétri, je lis le titre. On va parler du coup d'une partie biologie aussi, parce que chimie verte, oui, on parle de chimie, mais vous allez voir qu'il y a un pendant très biologique en fait dans ce sujet-là, et c'est ça qui va être intéressant, ça va être le côté aussi pluridisciplinaire de la thématique de ce soir. Mais je ne vais pas plus en discuter. Je vais juste maintenant, et bien évidemment, vous présenter l'invité de ce soir, qui est nul autre que Alexandre Delarouzé. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît! Bravo! Attendez, j'ai pas activé le truc. Voilà, j'avais pas activé. Refaire un tonnerre d'applaudissements. On n'avait pas entendu. Bravo, Alexandre! Comment ça va? Ça va? Très bien, très bien. Hâte de démarrer, là, ça va être sympa. C'est bon, on démarre. Let's go. Je suis content que tu sois là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça change des sujets. Je suis content parce que j'arrive à trouver à chaque fois des invités qui proposent des contenus différents et donc des axes, des approches qui sont différentes. Et je pense qu'avec l'ensemble des balances à science et les compréhensions que j'ai fait avant, on arrivera à tisser une sorte de connaissances un peu générales, de culture générale scientifique qui devient quand même non négligeable. Alors Alexandre, tu m'as dit que tu avais ramené quelques amis ce soir, c'est ça? Ouais, j'en ai vu quelques-uns qui traînent dans le chat. Là, je vois ils te soutiennent. Il y a l'UAPage aussi, bah oui, ils sont là en fait, ils sont dans les derniers messages. Ils représentent, c'est bien ça. Donc Alexandre, pour te présenter un petit peu, tu es en thèse actuellement, tu es rentré il n'y a pas longtemps dans ta 3e année, si je dis pas de bêtises, et tu as eu une carrière très scientifique puisque tu as fait un bac S, puis tu as enchaîné dans un DUT génie biologique à Amiens, puis l'école d'ingénieur UTC à Compiègne, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes. Hein, si c'est ça. Non, c'est bon. Avec une spécialité option, je suis en train de lire mes notes, biotechnologie, du coup. Ouais, c'est ça. Donc, très bio finalement. Très bio finalement, ouais, c'est ça, orienté bio. Tu as ensuite travaillé 1 an à l'IFPEN,
qui Ouais, est c'est ça. la boîte en fait dans laquelle l'Institut... Alors ouais, le nom c'est Institut... Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. D'accord. Qui est... tu pourras en parler un petit peu, un centre de recherche qui a un pied dans l'industrie également. Et après cette année de travail là-bas, tu as été embauché pour faire une thèse. Carrément sur le sujet, sur le même sujet sur lequel tu avais commencé, c'est ça? Oui, c'est ça, un truc très proche. Très très proche, ok. Et un sujet qui est autour de la génétique et de la biologie moléculaire, comme on va le voir ce soir, puisque ce soir on va traiter de ce sujet-là. Et encore une fois, on va pas, je le répète, on va pas rentrer dans les détails exacts de ce que tu fais. Enfin, on pourra parler un peu de ce que tu fais au quotidien, mais on va pas rentrer dans les résultats et dans le côté très technique. Sauf s'il y a vraiment des gens hardcore qui s'y intéressent. Mais globalement, on verra bien. Peut-être dans le chat, tes amis qui veulent en savoir plus sur comment ça avance, quand est-ce que sort ton prochain papier. Mais, quand est-ce que ça arrive, ouais. Quand est-ce que ça arrive. Mais plus l'objectif étant plus de découvrir un sujet, de toucher un petit peu du doigt ce que tu fais, d'avoir un peu plus de connaissances sur ce sujet-là, qui est pluridisciplinaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est pour ça que aussi ça va être intéressant et qu'on va toucher un petit peu à tout. Donc c'est vrai, UTC, c'est l'école d'ingénieurs, c'est pourquoi déjà UTC? C'est l'Université technologique de Compiègne, tout simplement. Voilà, tout simplement. Merci, c'est Germain Elvis si vous voulez la petite précision. Ouais, je viens de voir la question. Et donc voilà, je pense que j'ai fait une présentation relativement succincte, mais si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Moi, souvent, ce que je demande, c'est comment t'en es amené à faire cette thèse. Est-ce que toi, déjà, de base, là, on a l'air d'avoir un parcours très classique où on dirait que t'as toujours aimé faire de la biologie et tu t'es orienté là-dedans, mais est-ce que c'est un peu comme ça? Pas vraiment, finalement, pas vraiment? Comment si tu devais revenir sur ton parcours, est-ce que tu trouves... Je pourrais faire un énorme storytelling. T'étais pas destiné pour faire une thèse? Non, à l'âge de 4 ans, je voulais faire ma thèse dans ce domaine-là. Non, pas du tout, en fait. En fait, ça s'est fait petit à petit. Après le DUT, j'ai voulu faire une école d'ingé. Après l'école d'ingé, je me suis dit, la recherche, c'est quand même pas mal. Ça pourrait être bien de tenter. Et c'est vraiment de fil en aiguille, quoi. D'accord. Et est-ce qu'en école d'ingé, on t'a pas poussé à faire une thèse, mais on t'en a parlé? C'est là où on t'a dit c'est un parcours qui existe? Je me demande un peu comment... Ouais, c'est ça. En fait, alors ça dépend les écoles d'ingé. Là, en filière biologie, on incite quand même à faire une thèse. C'est un des rares domaines d'ingénierie où on pousse un petit peu à faire la thèse. Alors, c'est pas forcément la voie privilégiée en sortie d'école d'ingé. C'est plutôt réservé au master. Ouais. On est un peu les enfants illégitimes de la biologie. Mais du coup, oui, c'est là que j'ai commencé à entendre parler de thèse sans vraiment m'y intéresser, en fait. C'est vraiment en faisant les stages de fin d'études et puis après travailler pendant un an où je me suis dit, l'ingénierie, c'est bien, la recherche, ça peut être sympa aussi. Et donc là, c'est marrant parce que tu mêles un peu les deux, quoi, finalement. Oui, dans ta thèse, tu as le pied dans l'un et dans l'autre, et l'autre pied dans l'autre. Ouais, c'est ça. C'est une thèse, mais c'est relativement appliqué, donc... C'est ça, et c'est l'avantage de travailler justement à l'IFPEN. Ça me permet de faire une transition, parce que est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est cet institut? Ouais, alors l'IFPEN, donc c'est Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Ouais. Donc historiquement, c'est un institut qui est de recherche un peu comme le CEA. Donc ils ont à peu près le même statut que le CEA. Je pense que le CEA est un peu plus connu. Le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, je crois maintenant aussi. Oui, c'est vrai. Ils ont rajouté aussi leur. Attends, je crois que c'est. Attends, c'est énergie, c'est pas renouvelable, c'est énergie alternative. Voilà, c'est ça. Parce que je savais qu'il y avait ils ont tout réutilisé le EA, tu vois, pour énergie atomique, et ça fait aussi énergie alternative. Donc ils n'ont pas eu besoin de changer du coup leur. Ils ont verdi un peu leur nom. L'IFP l'a fait aussi, puisque historiquement, c'est l'Institut français du pétrole. Oui, c'était IFP tout court, c'est ça. Énergie nouvelle, c'est venu bien après, c'est super récent, je crois que c'est dans les années 2010. Et du coup, à la base, c'était un centre de recherche prévu pour la pétrochimie, donc au sens large, c'est-à-dire l'extraction, la détection de nouveaux gisements, l'optimisation des moteurs, tout un tas de choses que je ne maîtrise pas du tout. D'accord, ouais. Donc, en fait, je pense que je dois être la première ou deuxième génération de chercheurs qui font leur thèse là-bas et qui n'ont aucune idée de ce à quoi ressemble du pétrole. J'ai jamais vu ce que c'est du pétrole. D'accord.
Ouais, parce que c'est nouveau, comme tu disais, leur branche énergie nouvelle, Bah, en fait, ça existe que depuis quelques années, c'est ça? ouais, c'est ça. En fait, ils ont essayé La de mouvance. bifurquer un petit peu. Bah, il y a la mouvance Est-ce que avec c'est les. un peu du greenwashing ou pas? Allez, les mots sont prononcés. Au début, ça l'était. Je pense que ça l'est de moins en moins. Parce C'est qu'au vrai. début, il y a vraiment eu. Le temps que ça se mette Je en pense place. que encore aujourd'hui, notre service, donc la biotechnologie, ça reste un peu à la fois la vitrine qui vend un peu du rêve et le Ouais. vilain petit canard qui coûte beaucoup d'argent mais qui rapporte pas énormément en termes de production Ouais. intellectuelle. Mais ça l'est de moins en moins. Parce que Et d'ailleurs, faut. au niveau des financements, Ouais, ouais, tu vas-y, disais, pardon, vas-y, continue. au niveau des financements, je crois qu'ils sont à plus de 60 ou 70% de financement vers énergie renouvelable maintenant. Ah oui, donc Donc en fait, ils sont allés ils assez vite. s'orientent vraiment là-dedans. C'est pas une blague, quoi. Non, non, C'est non, pas du juste pour tout. faire joli qu'ils ont rajouté EN dans leur sigle, quoi. Oui, ce que je Oui, voulais oui, dire, c'est c'est ça. que parce que tu parlais des investissements et enfin de retour sur investissement, parce que oui, il faut comprendre que les recherches qui sont faites là-bas sont souvent à but appliqué en fait. Enfin, c'est-à-dire Ouais, que tu fais de la recherche pour essayer de trouver des solutions à des problèmes qui sont bien réels, qui sont liés à des fois à des procédés industriels ou à des oui, problématiques oui, qui. c'est Bah vrai. là, c'est autour de l'énergie, quoi. Enfin, autour Oui, de. c'est ça. Donc en fait, il y a vraiment deux axes. Il y a un axe qui est vraiment purement industriel, où là, ça va être, je sais pas, résoudre un problème que je sais pas, bon, on va les citer, mais par exemple Renault ou PSA, je sais plus ce que c'est leur nom maintenant, ils arrivent en disant, voilà, on a un problème, on voudrait plus de particules fines dans les diesels. Hmm. Est-ce que c'est possible à tel horizon d'arriver à faire ça et avec quelles contraintes sur les moteurs? Et du coup, bah, ça rentre un peu dans l'expertise historique de l'IFP. D'accord, ok. Donc très proche des industries et pour essayer de tacler des problématiques très précises. Ouais, c'est Ok. ça. Et Ouais, ce ouais, qui est c'est. nouveau, qui s'est rajouté, c'est bah, du coup le côté, l'aspect chimie verte, Ouais. où là, c'est arriver à sortir clé en main une usine qui permet de convertir bah, de la biomasse ou des végétaux, donc en biocarburant, en Hmm. plastique, en toutes des molécules qui, à la base, enfin, qui depuis le milieu du XXe siècle, sont purement produits par le pétrole, en fait. Les biocarburants sont produits par le pétrole, t'as dit? Non, attends, excuse-moi. Non, les J'ai fait carburants classiques Oui. Ah oui, les et, carburants classiques viennent de et toute la l'industrie pétrochimie, pétrolière et maintenant il y a tout un. Les biocarburants, c'est une toute autre c'est ça. technologie, enfin tout autre procédé qu'il faut développer. Du coup, pour les financements dans ce genre de biotech, vous avez les vôtres, demande Paulo Sama, ou alors êtes-vous sur des bourses de bio fondamentales ou sur de l'industrie? C'est un financement interne. Bon, c'est un financement interne et en vérité, le financeur derrière, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, quoi. Ah oui, d'accord, c'est pas forcément Parce que une c'est boîte financé. privée, c'est pas Bah, alors, le statut, c'est EPIC, c'est établissement privé public. Je sais plus ce que ça veut dire. Mais Donc, c'est le même statut que le CEA, c'est-à-dire moitié d'accord, privé, moitié public. ok. Mais Donc, il y a des tes financements de fonds, par exemple, l'État. pour ta thèse, c'est des fonds publics, du coup. Ouais, c'est des fonds publics. Ouais. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, vu le penchant industriel qu'a l'organisme dans lequel tu travailles, il pourrait y avoir aussi des fonds privés. Non, peut-être qu'il y a des thèses qui Ouais, sont oui, oui. financées, parce que ça existe, mais même en dehors de ton organisme, ce qu'on appelle les thèses Oui, 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 il y CIFRE. en a. C'est les thèses justement qui sont financées par En une boîte extérieure. partenariat. Après, il faut savoir qu'une thèse, c'est toujours rattaché à un établissement. Vous êtes toujours inscrit dans un établissement public, forcément, Ouais, pour c'est ça. avoir une thèse à la fin. Ça peut pas être Oui, il y a forcément une juste école des fonds. doctorale en jeu. Ouais, voilà. Ok, tu commençais à parler de chimie verte et je pense qu'on peut commencer là-dessus parce que c'est les Ouais, on va premiers faire mots la qu'il y a transition. dans le titre et je pense que c'est une transition toute trouvée parce que ton travail de thèse s'inscrit dans ce domaine-là qu'est la chimie verte. Comment tu décrirais la chimie verte déjà? Est-ce que tu peux décomposer les deux termes entre chimie et vert? Alors, bah, il y a chimie déjà, tout simplement. Donc, c'est arrivé à produire donc, Ouais. des molécules qui remplissent des fonctions dans notre vie de tous les jours. Donc, là, en l'occurrence, sur quoi je travaille, c'est plutôt des matières plastiques. Donc, tout un tas d'applications. Donc, pour le transport, pour le stockage, pour le conditionnement, Donc pour le produire médical aussi. des matériaux, c'est ça? Enfin, des matières Ouais, plastiques, c'est ça. Vraiment produire de la matière. de la matière. Ok. Et après, il y a aussi l'aspect produire des carburants. Donc là, c'est plutôt produire un support pour transmettre de l'énergie.
Donc Ouais, typiquement des biocarburants pour les moteurs, pour ce genre de choses. là, tu parles de bio parce que c'est en lien avec le côté vert quand tu dis Ouais, biocarburant, c'est c'est ça. ça? C'est directement. Ouais. Parce que du coup, le côté vert, c'est Qu'est-ce qu'on d'arriver appelle un biocarburant du coup? Ouais, c'est ça. c'est un carburant qui est produit à base d'organismes vivants en tout premier lieu. D'accord. Donc bio dans ce C'est-à-dire, sens-là, parce que souvent le ouais, terme bio n'a pas oui, toujours le sens qu'on lui attribue. Là, quand tu oui, l'emploies oui. en tant que biocarburant, tu veux dire que c'est d'origine, on va dire, vivante, quoi. C'est ça? Enfin, Bah, d'un organisme vivant? oui, d'origine vivante et à une échelle pas trop grande. Parce que oui, on pourrait me dire que le pétrole, oui, c'est d'origine organique, effectivement, Ouais, mais c'est à une échelle humaine. d'accord. Ouais, il y a une notion de temps aussi dans la notion de Ouais, biocarburant, une échelle de temps assez réduite, contrairement effectivement où on peut le rappeler, le pétrole qui provient de la décomposition c'est ça. d'organismes vivants qui datent d'il y a très très longtemps, et ce matériau cette matière organique qui s'est décomposée a subi beaucoup de procédés naturels allant de température et de pression élevée par exemple, ou alors la, de la dégradation biologique de bactéries, enfin bref, il y a Mhm. tout un tas de choses qui ont Ouais, fait que cette matière a évolué pour devenir du pétrole, mais ça a pris des âges géologiques, quoi, en fait. Et là, du coup, comme contrairement au carburant classique, du coup, le biocarburant, lui, se produit du coup sur des échelles beaucoup plus courtes, d'où le fait qu'a priori, ouais, il n'y aurait pas de pénurie, parce que nous-mêmes, on pourrait en produire. c'est ça. Mais comment on en produit du coup? Qu'est-ce qui produit? C'est quoi? Quels sont les organismes vivants qui produisent du biocarburant du coup? Alors, en fait, tout part de. Il faut une matière première pour pouvoir faire du biocarburant. Et ce qu'on fait actuellement, c'est d'utiliser des végétaux. Ça s'utilise bien parce que on peut utiliser des surfaces pour les cultiver. Ouais. Et on va récolter donc différentes parties des végétaux. Historiquement, ce qu'on a toujours fait, c'est récupérer les fruits. Donc les fruits et les parties riches en sucre. Typiquement la canne à sucre, la betterave, la pomme de terre, tous D'accord. des légumes qui sont riches en sucre. Et ce qu'on fait, c'est que on va extraire le sucre de ces végétaux-là et Ouais. on va faire de la fermentation dessus. D'accord. Donc c'est Donc, comme. C'est quoi la fermentation? Est-ce que tu peux rappeler en fait, on va donner le simplement? sucre à des micro-organismes. Donc, ça peut être des bactéries, ça peut être des champignons. Mhm. Et en fait, elles vont, en consommant le sucre pour leur croissance, elles vont relâcher différents produits qui, pour nous, peuvent avoir un certain intérêt. Typiquement, c'est le cas de la fermentation alcoolique. Mhm. Qui fait que on a le pain, la bière, et aujourd'hui il y a énormément d'alcool qui est produit de cette façon-là à Ouais. l'échelle industrielle. Ok, donc un procédé assez classique, enfin assez connu dans Ouais, l'alimentaire, puisque c'est lui qui est à l'origine de la production de pas mal d'alcool. c'est ça. Mais on peut utiliser aussi la fermentation du coup pour produire pas de l'alcool de consommation, mais on va dire de l'alcool pas pour consommer nous, mais pour Oui, l'énergie, quoi. C'est ça, à à l'échelle l'échelle. industrielle, ouais. C'est ça. Typiquement, ce qu'il y a dans les biocarburants actuels, donc je crois qu'en France on a le E10, Mhm. le samplon 95 E10, et E10 c'est pour 10% de bioéthanol. Donc il y Donc, a déjà de l'éthanol dans l'essence qu'on met actuellement, d'accord. à hauteur de 10%. Donc c'est de l'éthanol, 10% c'est 10% de l'éthanol qui provient de, Ça, en fait, ah, dans le mélange, dans il le y a mélange, il y a 10% 10% d'éthanol. d'éthanol, et cet Ouais, éthanol, c'est il ça. provient du coup de la fermentation en fait. Donc c'est un Ouais, c'est bio, ça. une partie qui est bio quoi, C'est ça. C'est juste dans le qu'il est carburant. produit Ok. en usine et pas à usage agroalimentaire. Hmm. Est-ce que ce sont Là, les il est plantes vraiment à usage. C4? Ah pardon. Est-ce que ce sont les plantes C4 les plus efficaces pour le bioéthanol? Genre le maïs. C'est quoi une plante en C4? Est-ce que Alors, c'est un type de métabolisme. Et alors, sur cet aspect-là, sur l'aspect vraiment végétaux, je suis pas sûr d'avoir la réponse. Je sais qu'il y a beaucoup de céréales qui sont utilisées pour le bioéthanol, donc typiquement le blé, et il y a aussi donc les betteraves et la canne à sucre aussi. D'accord. Ok, il y a plusieurs. Donc, oui, toutes les plantes, en fait, là, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les plantes ne sont pas faites pour produire efficacement le bioéthanol, enfin l'éthanol du coup. Mais enfin, certaines ont une manière de Ouais, fonctionner, ont un métabolisme, parce que derrière le mot métabolisme, c'est ça, c'est une manière de c'est ça. fonctionner, une manière de vivre qui pour la bactérie du coup, qui la Ouais, mange, peut produire facilement
de l'éthanol, quoi. Parce que voilà, en fait, c'est ça, hein. Pour produire l'éthanol, il faut sélectionner d'une part une plante et aussi une famille enfin, un type de bactéries, quoi, finalement. Et on peut faire varier soit l'un soit l'autre et selon les combinaisons, on obtient plus ou moins Ouais. d'éthanol, j'imagine. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dises toutes les plantes ne sont pas spécialement faites pour ça. Bah, Ouais. justement, ce que moi j'essaye de faire, c'est de le faire sur à peu près n'importe quel type de plante. Ah! Parce que du coup, c'est vrai qu'il y a des stocks qui sont naturellement riches en sucre chez les végétaux. Et ça, c'est un peu la partie facile. Donc, c'est extraire l'amidon des pommes de terre, extraire le sucre des betteraves, Ouais. le sucre des cannes à sucre. Mhm. Parce que c'est très gorgé en sucre et du coup, c'est facile de le concentrer. Ouais. Mais en fait, quand on regarde une plante vraiment d'un point de vue chimique, bah, quasiment l'intégralité de sa structure, c'est différents sucres. D'accord. Mais c'est pas les Les sucres tiges, qu'on les entend. racines. En fait, il faut aussi expliquer ça parce que souvent, quand on entend C'est pas sucre, le sucre qu'on on entend pense au au sens sucre de du table. sucre de table. Ouais, Ouais. exactement. Quand on extrait du sucre, par exemple de la betterave, c'est vraiment du saccharose, c'est le sucre blanc qu'on met dans le café. Ouais. Mais en fait, il y a différents types de sucre. Alors, il y en a d'autres qui sont un peu connus pour tout le monde, c'est typiquement le fructose, Mhm. qu'on trouve dans les fruits, et le glucose qu'on trouve quand on va faire un caramel ou qu'on ajoute du sirop de glucose. D'accord. Donc ça, c'est des sucres qui sont facilement trouvables chez les végétaux Mhm. et qui en plus sont facilement transformables par les micro-organismes. Ok. Le Mais. problème, c'est que du coup, à Mhm. faire ce genre de culture, donc typiquement cultiver de la betterave ou du blé, on va mobiliser des ressources, enfin des espaces de culture Ouais. qui sont dédiés à l'industrie de l'énergie et qui du coup sont pas utilisables pour l'agroalimentaire, soit pour l'homme, soit pour le bétail. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça crée une compétition entre deux grosses industries, quoi. Entre l'alimentaire et l'énergie, quoi. C'est ça. Et c'est deux Qui peuvent industries qui sont assez potentiellement toutes liées. les deux être en tension. Ouais, Ouais, c'est ça. Et qui sont interdépendantes l'une de l'autre aussi, quoi. c'est ça. Ouais, c'est super intéressant comme problématique. Ouais. Il y avait une question, quid de l'environnement, car c'est moins la question du stock que celle environnementale qui pose un vrai souci. Je pense que c'est ce que tu venais de dire, non? Ouais, Enfin, c'est la ça. Bah, il y a question une grosse question environnementale, de. c'est ça, en mode on prend du terrain qui pourrait être utilisé pour autre chose. C'est ça. Ok. Typiquement, l'alimentation, bah, on a encore des problèmes à alimenter tout le monde. On sait que le réchauffement climatique va aussi avoir un impact sur la soutenabilité alimentaire. Est-ce qu'on peut décemment se dire qu'on va développer, on va mobiliser des centaines et des centaines d'hectares pour produire de l'énergie? Oui, ça dépend. Ça dépend. Et Ok. du coup, ce que nous, on essaie de faire, c'est de prendre le problème d'une autre façon et de se dire que plutôt que de mobiliser des ressources végétales uniquement pour extraire du sucre, pour faire de la fermentation, on va récupérer les déchets végétaux des plantes qui sont cultivées déjà dans le Dans cas les présent. parcelles actuelles, quoi. C'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et du coup, bah, plutôt que de prendre les parties un peu glorieuses des végétaux, donc vraiment gorgées de sucre, Ouais. on va prendre ce qui reste, c'est-à-dire les tiges, les racines, et puis les déchets de l'industrie agroalimentaire ou de la papeterie. Et donc Et là-dedans, donc vous en n'allez fait, pas trouver les sucres classiques, enfin type, enfin ce que disait le saccharose, le sucre de la betterave par exemple, puisqu'il lui-même va être extrait et va servir pour c'est ça. l'alimentaire, tu vas juste récupérer un bout de tige ou je sais pas quoi, et même s'il y aura plus trop de saccharose dedans, il y aura d'autres sucres qu'on qualifie de sucre au sens chimique, même si c'est pas les sucres qu'on Mhm. nous on consomme directement, enfin ou le sucre de table, mais c'est quand même le sucre parce qu'il faut comprendre que le sucre, en fait, c'est le nom d'une famille de molécules en chimie. Et donc, toi, tu arrives à valoriser, en fait, un déchet, quoi. Une sorte Ouais, de. le but, ce serait ça. Ok. Ce serait d'arriver à se contenter de ce genre de sucres qui seront un peu moins faciles à digérer pour nos organismes en quelque sorte, Hmm. mais qui du coup permettraient d'aboutir à la même chose, c'est-à-dire produire des biocarburants ou produire des précurseurs pour la chimie Hmm. avec un matériau qui est soutenable à l'échelle humaine. En fait, tant que c'est digérable par les bactéries, c'est bon. Après, nous, on s'en fout si on Ouais, peut pas manger la tige de la oui, c'est betterave. ça, Et tant que c'est bon pour les bactéries qu'elles-mêmes peuvent produire après à partir du c'est ça. sucre, l'éthanol, c'est ce qui compte. Est-ce qu'on peut utiliser les légumes invendus ou gâtés pour les bactéries? Ça veut dire quoi, Euh, gâté? Déjà, je je pense comprends que pas. c'est, oui, les invendus de supermarché. Ouais, d'accord, dans ce sens-là. Je me demande si c'est pas déjà fait. Je pense il y a des filières qui sont soit déjà en place, soit en train d'être mises en Pour place pour récupérer. récupérer ce genre de choses. Alors soit ça, soit pour l'alimentation du bétail aussi. Ah oui.
D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a, on là, se dit, il y a énormément de gaspillage. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont pas vendues et qui finissent par être jetées. Donc, c'est vrai que ça pourrait gâter sur le point de pourrir. D'accord. Ok. ouais, Merci. c'est ça. J'avais pas la def. Ok. Donc, ouais, super intéressant déjà cette petite mise en perspective. Et Ouais. donc la chimie verte s'intéresse, pour revenir sur la définition, s'intéresse à trouver de nouvelles manières de transformer la matière. Toi, tu parlais de faire des matériaux. Bon, là, c'est faire de l'énergie, un biocarburant, par exemple, à partir de procédés qui sont, bon, d'une part nouveaux, mais parce que ils sont pas polluants a priori. Le terme vert dans ce sens-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça? C'est en gros... Oui, c'est ça. C'est moins polluant dans le sens où, plutôt que de sortir du carbone qui était stocké dans le sol depuis des millions d'années, Ouais. on va, in fine, on va relâcher du CO2, mais ce CO2-là, on va le tirer de végétaux qu'il avait stockés il y a quelques semaines, quelques mois ou quelques années. D'accord. Mais Donc en fait, il y a beaucoup moins de relargage de CO2. oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'industrie du pétrole, ce qui relargue du CO2, c'est le fait d'extraire, en fait, c'est ça, d'extraire le pétrole. Il y a tout des procédés qui coûtent de l'énergie, et dans leurs procédés, il y a un Alors il y relargage a de CO2. ça, Ouais, il y a ça. il y a ça, et puis il y a surtout le fait que le pétrole, c'est du CO2 qui n'attend qu'à être relâché dans l'atmosphère quand il est brûlé, Quand il quand est il est... brûlé, oui, c'est ça. Ouais, Enfin, faut le rappeler que, en fait, c'est une source d'énergie qui ne s'utilise que en étant brûlé, quoi, le pétrole. Enfin, il y a peut-être d'autres manières, mais en, en grande en partie. grande partie, Bon, c'est... après, il y a le pétrole, il y a le gaz, et pour le coup, pour produire de la chaleur, pour tout Ouais, un tas c'est ça. d'applications, à un moment donné, il faut brûler, et du coup, on va générer le CO2 qui est assez problématique ces temps-ci. D'accord. Mais quelle différence avec les biocarburants? Parce que les biocarburants, la manière dont tu vas les produire, déjà, ils vont moins relâcher de CO2, c'est ça? Puisque tu vas juste Ouais. planter des, En fait, on des... plante des cultures. Ouais, Ces cultures-là, elles vont faire la photosynthèse. ouais. Donc, en fait, elles vont puiser du carbone dans l'atmosphère Ah pour oui, faire les tiges, les plantes, les fruits. d'accord. Et en fait, ces parties-là qui ne sont pas utilisées actuellement ou qui sont déjà incinérées parce qu'elles ne peuvent pas être utilisées par soit l'agriculture, soit l'élevage, l'objectif, ce serait de les récupérer, de les convertir en carburant, Ouais, qui, in fine, serait quand même brûlé, bah oui, mais c'est ça ça. viendrait de carbone qui vient déjà de l'atmosphère. Ouais, donc en fait, c'est ça. En fait, l'étape qui est cruciale à comprendre, c'est ce que tu as dit, c'est que au moment où on plante, en fait, ça absorbe le CO2 de l'atmosphère. Donc c'est là, en fait, où on en enlève, même si c'est pour en remettre après. Finalement, enfin, je sais pas si au niveau équilibre, on a dépensé, on a Ah non, c'est relargué pas gratuit. autant, Ah non, c'est pas gratuit. on Mais a ça permet de... relargué plus de CO2 qu'on en a stocké ou pas? C'est ça ma question. Bah, Est-ce que tu as fait un oui, dans un, bilan sur dans un sens, du cycle du dans un sens, CO2? il y en a toujours un peu plus, dans le sens où il y a le CO2 qui va être capturé en entrée et relargué, Ouais. mais il y a aussi un peu d'énergie qui va être fait pour toute la chaîne de transformation. C'est-à-dire Ah bah oui. que il va y avoir des machines qui vont récolter les légumes dans les champs, il va y avoir Ouais, il y a de l'énergie des énormes dépensée. réacteurs qui vont être chauffés à une trentaine de degrés pour faire la fermentation. Donc Ouais. c'est là qu'il va y avoir du CO2 qui est dépensé. D'accord. Ah oui, donc en fait, le bilan, c'est qu'il y a quand même plus de CO2 qui est relargué que stocké. Mais il y en a quand Bah même, en oui, fait. il y en a Non, mais immensément moins qu'avec du pétrole. ouais, c'est ça, en fait. Mais moi, j'aime bien comprendre les mécanismes pour voir aussi les limites de ce qu'on appelle le biocarburant et la bioindustrie. Enfin, faut pas croire non plus que c'est un truc qui est 100% vert, entre guillemets, dans le sens où, Ouais, effectivement, il n'y a aucune consommation. En fait, dans tous les moyens de production d'énergie aujourd'hui, d'ailleurs, il y a toujours des étapes qui demandent des coûts énergétiques et donc souvent qui c'est ça. relarguent du CO2. Donc, c'est important de comprendre cette subtilité quand même pour faire la part des Oui, choses. Mais après, c'est ça. ce qui est le plus important, c'est ce que tu soulignes, c'est que c'est infiniment moins coûteux, enfin ça relargue beaucoup moins de CO2 que l'industrie Que d'aller le chercher dans le pétrolière. sous-sol. D'accord. Et oui, quand on parle de refermer le cycle de carbone, c'est très compliqué. Voire, j'ai pas d'exemple en tête, donc je vais pas me mouiller, mais je pense qu'il y a très peu de procédés qui permettent vraiment de refermer le cycle du carbone et d'avoir un cycle vraiment fermé. Le but, D'accord. c'est d'avoir Ouais. Le cycle le le moins de plus... rejet possible Ouais. et de réutiliser le plus possible le carbone.
Donc on rappelle pourquoi il faut pas trop envoyer de CO2, c'est parce que le CO2 est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement de la planète. Et donc les pays dans le monde se mettent... D'ailleurs en ce moment c'est la COP 26, si je dis pas de bêtises. Et donc justement c'est l'occasion pour les pays de se rappeler qu'ils n'ont pas tenu leur engagement. et que finalement... une fois de plus, beaucoup l'accord de Paris qui peine à être véritablement suivi. Mais c'est compliqué, c'est compliqué de vivre de faire fonctionner une société en limitant absolument nos émissions, puisqu'on est très dépendant de ces émissions de CO2 quand même. Mais bon, bref, dans ce contexte-là où on veut réduire les émissions de CO2, on cherche un maximum de procédés, de moyens pour limiter ça. Et donc ta thèse s'inscrit dans ça finalement, et d'où le terme de chimie verte d'ailleurs, parce que on cherche de nouveaux moyens chimiques, donc de transformation de la matière, qui arrivent finalement à moins polluer, à moins dégrader notre environnement, quoi. Ouais. Alors, il y a une question... Au niveau des rejets, avec les biocarburants, on a d'autres gaz et particules nocives rejetées en plus du CO2 ? Il va y en avoir dans le sens où ce qu'on produit in fine, ça va être un biocarburant qui est utilisé par les moteurs à essence. D'accord. Donc en fait, ça a à peu près les mêmes propriétés à la combustion que l'essence classique, c'est-à-dire que ça va relâcher du CO2 et après il y a tout un tas de petites particules fines. Alors je crois que pour l'essence, il y a moins de particules fines, mais plus de CO2, je crois, que pour le diesel. Et c'est pas des domaines sur lesquels je suis très très calé. Ouais, bien sûr. Enfin, moi, je m'occupe vraiment de la partie fermentation et biologie là-dessus. Et quand tu parlais, on a surtout parlé de l'éthanol, pardon, pour le biocarburant. Mais est-ce que, du coup, tu ne produis pas, parce que moi, quand je pense à carburant, je pense aux alcanes plutôt, enfin aux molécules qui brûlent, en fait. Mais est-ce que tu produis aussi ce genre de molécules organiques qui servent dans le carburant, ou c'est essentiellement de l'éthanol quand on parle de biocarburant? Alors, c'est pas des alcanes et c'est très peu d'éthanol, en fait, ce que je fais. Parce que ce que je fais, c'est des alcools, et c'est pas l'éthanol, celui qui nous met mal le vendredi soir et qu'on regrette le samedi matin. Ouais, c'est pas lui. Mais oui, c'est des alcools. Donc, alors, en termes de molécules, ce que la bactérie que j'étudie produit, c'est du butanol et de l'isopropanol. D'accord. Donc, c'est des alcools qui sont un tout petit peu plus lourds et qui, du coup, ont d'autres propriétés que l'éthanol, mais qui peuvent être brûlés comme l'éthanol pour faire un carburant. Oui. Ça me fait penser qu'il y a une image que tu m'as envoyée où il y a ça affiché. Ah oui, tu peux les mettre. Et bon, après, c'est les molécules, ça va peut-être pas donner beaucoup plus d'informations, mais au moins mais c'est joli, ça illustre. parce que ça illustre ce que tu expliquais. En fait, on parlait de l'éthanol, qui est en fait, pour rappel, l'alcool de consommation qu'effectivement on peut boire le vendredi ou le samedi soir et le regretter le lendemain. On peut le boire aussi à d'autres jours de la semaine. Oui. Et donc ça, c'est l'éthanol de base dont on a parlé et qui est présent. Comme tu l'as dit, tu as donné un exemple à un moment de carburant où il y en a 10% dedans, là. C'est quoi son nom ? Le samplon 95 E10. E10. Ah oui, parce que c'est pour éthanol 10%, c'est ça ? C'est ça, voilà. Ok. Et donc toi, dans le cadre de tes recherches, tu t'intéresses pas tant à la production d'éthanol, mais à d'autres molécules qui sont aussi des alcools, parce que ça finit par un ol. En fait, en chimie, on se casse pas trop la tête, des fois avec la nomenclature. Si ça finit par un ol, c'est que c'est un alcool. Et l'alcool d'ailleurs, puisqu'on a les modèles moléculaires, on va faire un peu de chimie. Moi, je suis chimiste. Je vais embêter les gens dans le chat qui aiment pas ça, mais tant pis. Non, mais là, en plus, on a les images. Alors c'est facile, vous inquiétez pas. Ce qui concerne les alcools, en fait, il y a quelque chose d'assez caractéristique. Et c'est deux atomes dans la molécule qui sont particuliers. C'est un atome d'oxygène qui est relié à un atome d'hydrogène. Alors, pour expliquer, là, avec les différentes molécules, vous avez différentes couleurs, en fait. Ce sont les couleurs des atomes. Les ronds, chaque sphère est un atome. Et les sphères sont de différentes couleurs parce que ça représente différents atomes. Et en rouge, vous avez les atomes d'hydrogène. En noir, en rouge vous avez oxygène, je dis n'importe quoi. En noir vous avez les atomes de carbone et en blanc vous avez les atomes d'hydrogène. Alors c'est trop marrant parce que attends, bouge pas. J'ai avec moi. Attends, on a une version. Ah bah oui. J'ai le chien. C'est mon chien. Regarde. Le petit toutou. Je l'ai. Il est là. La molécule du chien. C'est. Tu la reconnais ? Ouais. Eh bah ouais. Le petit éthanol. On n'a même pas fait exprès en plus. Regardez, j'ai un éthanol avec moi. L'éthanol classique. Le chien. Voilà, il est là. Et donc, du coup,
Et du coup, ouais, vas-y, Euh, je sais pas si tu voulais finir ouais, l'explication tu disais, tu parlais sur les de alcools. production d'alcanes Ouais, en chimie. En fait, les micro-organismes sont assez mauvais pour produire pour de faire des l'alcane. alcanes. Ouais, Ouais, je voulais revenir là-dessus. Ouais. ce qui est D'accord. plutôt produit in fine, c'est plutôt des acides, des alcools et des cétones. Bah, typiquement, je viens de le voir dans le chat. Voilà. L'acétone, c'est pas un alcool, c'est une cétone. Oui. Et du coup, c'est plutôt ça que vont sortir les micro-organismes en tant que déchets. Ils sont assez mauvais pour faire des alcanes. Ok, mais moi, ça, d'accord, je savais pas du tout. Enfin, justement, je voulais te poser la question juste après, t'as anticipé. Pour finir mon explication, ce Vas-y. qu'on appelle l'alcool, du coup, c'est en fait un groupe dans la molécule où il y a deux atomes qui sont liés, un atome d'oxygène là en rouge, lié à un atome d'hydrogène en blanc. Donc c'est le groupement qu'on appelle OH dans le jargon pour O pour oxygène et H pour hydrogène. Donc voilà, il est là. Donc en fait, là, vous pouvez reconnaître que c'est des alcools parce que vous avez une boule rouge et une boule blanche à différents endroits. L'acétone n'est pas un alcool, oui, pardon. Parce que là, Ouais, ouais, je viens de le typiquement, voir. bah, avec ma règle, vous voyez que c'est le cas, puisque la boule rouge, n'est pas liée à une boule blanche. On parle plutôt de cétone. Mais on va pas rentrer plus dans les détails de la chimie, parce que je pense que je les ai déjà saoulés. Est-ce que je vous ai saoulé dans le chat? Et bon, oui, donc tu disais un truc intéressant que j'allais te poser justement, c'est que toutes les bactéries ne produisent pas enfin les bactéries ne produisent pas toutes les molécules qui peuvent exister. Et, Ouais. et du coup, quand on pense à biocarburant, on s'imagine un carburant qui a la même composition du coup que le Ah, que l'essence. que l'essence, alors que non, quoi, puisque Ouais. comment on fait un biocarburant du coup? Parce qu'il y a 10% d'éthanol, mais le reste, ça vient du pétrole normal, en fait, c'est ça? Non? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Actuellement, ça a été c'est coupé ça. en fait. Le Ouais, biocarburant, oui, c'est un carburant qui a été coupé clairement, au c'est bio. ça. C'est ça. Ouais. Ok. En fait, Et après, ouais. Faut pas ce croire que tout le que. carburant vient de l'organisme vivant, en fait. Il vient de la Oui. bactérie. Après, on peut faire des biocarburants qui seraient 100%, enfin des carburants qui seraient 100% d'origine végétale. Là, typiquement, c'est ce qu'il y a déjà avec les moteurs à éthanol. Je crois qu'il y a des carburants à 80%, 85% d'éthanol, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais. Et là, il y a des adaptations qui sont faites sur les moteurs parce que les propriétés de l'éthanol ne sont pas exactement les mêmes. C'est un tout petit peu plus corrosif, c'est un tout petit peu moins énergétique. Ouais, Et pour du coup, là, brûler c'est aussi, c'est pas pareil. c'est du point de vue des motoristes, en fait, que c'est à eux de trouver les solutions pour éviter de dégrader trop vite le moteur ou les joints Hmm. ou toute la machinerie qu'il y a dans le véhicule. Ouais, ouais, donc c'est ça qu'il faut. Enfin, c'est important de comprendre qu'on peut pas produire du coup les alcanes ou en très faible quantité. C'est pas l'objectif visé, du moins, avec ces bio. Si? C'est pas l'objectif visé pour les biocarburants. On peut Oui. arriver à des alcanes, mais pour de la chimie fine ou ce genre de choses. Ouais, mais Et pas pour les pour produire. biocarburants, ouais, produire des alcools, c'est suffisant. Typiquement, le butanol qu'il y avait Ouais, sur l'image que tu as montré, ouais. celui-là, il pourrait être introduit à 100% pour substituer de l'essence. Parce que il est, Ah en ouais, il fait, ce pourrait qui, remplacer l'essence, les ouais, alcanes de l'essence à c'est 100%. c'est pour ça que c'est assez intéressant, c'est que, alors après, il y a tout un tas d'autres possibilités. Bah, il y a typiquement l'électrique qui est vachement là en ce moment, il y a Mm. l'hydrogène, tout ça, c'est des moyens de locomotion pour les véhicules. L'avantage du butanol, c'est que il n'y a pas à changer toutes les infrastructures qui sont déjà en place de stations et de ravitaillement. Et D'accord, le ça. parc automobile pourrait s'adapter dessus. Ok. Ouais, c'est parce Donc que ça, c'est ce ça. serait, ce serait un des avantages. Un Ouais. des avantages. Ouais, ouais, je comprends. Parce que, ouais, il y a ça aussi, c'est que si on change un élément de toute la chaîne énergétique, en fait, faut aussi changer un certain nombre d'infrastructures dont Il on faut se rend pas prévoir les compte. bornes, il faut Et prévoir. ouais, c'est ça, et ça devient vite très problématique quand il y a des incompatibilités, en fait, finalement. On se rend pas compte de Ouais, la c'est difficulté ça. que c'est, quoi, de tout changer. C'est important aussi de Euh, prendre ça et, en compte. ouais. Et du coup, je vois une question là, sur les modifications moteurs. Pour le butanol, il n'y aurait pas besoin parce que il est. En fait, ce qui fait les propriétés d'un alcool, c'est la longueur de la partie noire. Si tu peux remontrer ton petit chien. Ouais, le chien. C'est mon chien. En fait, ce qui rend l'éthanol assez corrosif et assez peu énergétique, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'atomes de carbone. Il n'y en a que deux. Ouais, il y a les deux Alors boules que pour noires, le là. butanol, il y en a quatre. Et du coup, c'est plus énergétique. Alors, c'est pas aussi bien que l'essence, mais on n'en est pas très loin. Je crois que c'est 10% ou 15% moins énergétique que l'essence. Ouais. C'est-à-dire que pour 1 litre d'essence,
on roulera, enfin 1 litre de butanol, on roulera 15% moins de kilomètres qu'un litre d'essence. C'est ça que ça veut dire. C'est la quantité d'énergie qu'il y a dans un même volume ou une même masse une même quantité de carburant. Il y a plus d'énergie dans le butanol que dans l'éthanol, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il y en a encore un tout petit peu plus dans l'essence qu'on utilise actuellement. C'est ça. Donc c'est pas sans conséquence non plus. Il n'y a pas de solution miracle. Mais l'avantage, ce serait qu'on ne le puisse pas dans le sous-sol. On va le chercher, on va le cultiver dans les champs et le produire industriellement. Il y a une question de Kyle Deris qui est un peu complexe, mais qu'on va quand même prendre. Si on réussissait à reproduire le processus nitrogénase de la même manière que les plantes ou les bactéries, on pourrait réduire la pollution mondiale de CO2 de 7% en se passant du procédé Haber-Bosch qui est très polluant. C'est une vraie info, une connerie de journaliste pour vendre du papier. Alors il faut expliquer d'abord la question. Le procédé Haber-Bosch, si je dis pas de bêtises, c'est le fait d'utiliser l'azote pour le transformer en ammoniac, c'est ça? Alors je ne sais plus si c'est ammoniac in fine, mais oui, c'est de piocher le diazote de l'atmosphère et de le transformer en... Dans l'air, il y a à peu près 80% de diazote, donc en fait l'air est extrêmement abondant en azote. C'est une molécule dont nous on ne se sert pas trop en tant qu'être vivant, mais en fait ça peut être utilisé du coup. Comme il y en a beaucoup, on pourrait s'en servir pour faire quelque chose. Et le procédé Haber-Bosch, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est un procédé qui a été développé au début du XXe, qui a un peu révolutionné l'agroalimentaire parce qu'on a pu produire des engrais de synthèse à partir de ce procédé, parce qu'on a pu, à partir de l'azote, produire de l'ammoniac, ou produire, et l'ammoniac peut après servir de composants dans des pour engrais. Les engrais, ouais. Voilà. Comme le nitrate d'ammonium par exemple. C'est ça. J'avais fait une vidéo dessus, c'est pour ça que j'ai quelques billes là-dessus, mais bref, ce procédé-là, il est très polluant, et donc là, apparemment, il y aurait un autre processus pour capturer l'azote et le transformer. Non ce que je comprends de la question, c'est des nitrogénases, c'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines plantes qu'on appelle des fabacées. Alors, ça fait très jargonneux, mais en fait, c'est toute la famille de la luzerne, le petit pois, le haricot, tout ce genre de plantes-là. Elles elles vivent en symbiose avec une faune microbienne dans leurs racines. Et en fait, il y a différents échanges d'informations et de molécules qui se font entre les deux. C'est-à-dire que la plante va offrir un gîte aux bactéries en créant des nodules spécifiques. Et en échange, les bactéries, en se nourrissant de l'énergie de la plante, vont fixer de l'azote qu'il y a dans le sol, donc qui s'infiltre par l'oxygène, et vont le rendre accessible pour la plante. D'accord, donc une sorte de symbiose, c'est ça, c'est la symbiose? Ouais, c'est ça, c'est complètement une symbiose. Et ça permet à ce genre de plante de ne pas avoir besoin d'engrais azotés. Ah oui, d'accord. Et je crois que la question... Alors, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est intéressant quand même, parce que du coup, oui, on pourrait faire ce genre de choses, parce que ça touche un peu à de la biologie, d'essayer d'arriver à créer ce genre de symbiose chez la plupart des plantes de culture, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on est obligé d'ajouter des engrais azotés pour un bon nombre de cultures, et on envisage de s'en passer un jour, mais on en est encore loin. Ouais, c'est compliqué, on est très addict aux engrais, parce que ça permet de vraiment pousser la production au max, et comme on est aussi très nombreux sur Terre, qu'il faut nourrir toute la population, c'est compliqué d'arrêter les engrais d'un coup. Il y aura sans doute une transition à faire progressive, si on ne veut pas se mettre un peu des famines et ce genre de choses. Il y a une question à propos de la production d'hydrogène, parce que c'est vrai que là on parle du coup, pour ceux qui viennent éventuellement d'arriver, on parle du fait que Alexandre utilise des micro-organismes, des bactéries pour consommer des sucres qui sont en fait à l'intérieur des plantes, et de même certains, des plantes qu'on peut récupérer des déchets de l'agroalimentaire par exemple, ou alors on peut faire son propre champ, comme tu disais au début, un champ de certaines plantes, et utiliser le sucre qu'il y a dans ces plantes, le sucre au sens large de la famille chimique des sucres, qui peut être consommé par des bactéries. Et on sait par exemple qu'avec la fermentation, vous savez, c'est comme ça qu'on fait le vin, où vous avez des bactéries qui consomment le sucre pour le transformer en éthanol, qui est l'alcool de consommation. Et Alexandre utilise des bactéries pour manger des plantes. Mais toi, tu t'intéresses plutôt au procédé, pas qui génère l'éthanol, mais qui génère d'autres molécules. Tu as parlé d'isopropanol, l'acétone et le butanol.
Ouais, Non, c'est trois molécules qui ont des propriétés intéressantes pour, en particulier les biocarburants avec le butanol, comme tu as expliqué. Euh, ouais, le fait au lieu d'avoir un carburant classique issu du pétrole, donc c'est surtout chargé en alcane, qui est une famille chimique avec beaucoup de carbone et d'hydrogène. Là, vous pouvez avoir un carburant quasi 100% butanol, comme tu as dit, où vous avez cette molécule-là qui pourrait être produite du coup qu'à partir d'organismes vivants sans avoir besoin d'invoquer, d'extraire du la- pétrole. ouais, c'est ça. Voilà pour le résumé pour ceux qui viennent d'arriver. Et donc, je pense que la question de Paulo Sama, c'était de savoir si on pouvait produire aussi de l'hydrogène avec justement des bactéries qui mangeraient. Est-ce que les bactéries décomposent les sucres et produisent de l'hydrogène Je ne sais pas si c'était ça sa question. Ça Alors, existe. les bactéries produisent de l'hydrogène. Alors Ah, après, il y a des études qui sont faites pour savoir si on peut déjà en produire le plus possible, déjà dans un premier temps, mhm. et ensuite le récupérer efficacement et le purifier le plus possible pour qu'il soit utilisable en industrie. Donc ça, il y a des recherches qui sont faites là-dessus. Mais après, pour l'instant, c'est pas encore. Je ne crois pas que ce soit encore à l'échelle industrielle, ou en tout cas pas à grosse échelle. D'accord. Question Mais il y a bêtise. des procédés qui visent à faire ça. Ok. Donc c'est en cours de développement. Ouais, c'est ça. L'isopropanol, c'est du propane. Non, le propane, c'est un alcane, du coup. Ça finit par ane. C'est facile, les alcanes, vous pouvez repérer parce que ça finit par ane. Et ça appartient à la famille des alcanes. Et le propane se retrouve, je pense que ça se retrouve dans l'essence. Le propane, je pense que ça doit faire partie des composés qu'il y a dans l'essence. Si, je sais pas en fait. Je connais pas trop la composition en fait en alcane des carburants. Je crois que Euh, c'est des plus grosses chaînes. Je me demande c'est si plus même le grosse chaîne que propane, ce ça. serait pas un gaz, tellement il Ah mais est oui, c'est léger. ça. Mais oui, c'est Le oui. butane, je crois que c'est un Oui, gaz, donc j'imagine que. oui, c'est à partir effectivement peut-être du pentane que tu as assez liquide. Donc non, le Ah, propane. je saurais pas te dire, mais Et plus, oui, c'est des chaînes plus longues pour que ça soit liquide. Donc non, je vous dis des bêtises. Donc l'isopropanol, gaz c'est un propane, quoi. alcool. Et l'isopropanol, je me souviens plus justement si tu as dit à quoi il pouvait te servir. C'est aussi dans les biocarburants que tu l'utilises, on peut Euh, l'utiliser. Moins, ça aurait beaucoup moins d'applications du côté biocarburant. Ce qui est intéressant avec l'isopropanol, c'est que en fait, on peut s'en servir comme brique chimique pour tout un tas de voies en chimie, typiquement les plastiques. Mhm. Parce qu'avec l'isopropanol, on peut faire du propylène, et avec le propylène, on peut faire du polypropylène. D'accord, Et donc ça, pour le coup, ce serait une des voies possibles pour l'utilisation. ok. Et Donc actuellement, ce qu'on fait, en fait, le polypropylène, ça vient du pétrole. ah En oui, fait, on produit le propylène à partir d'un dérivé du pétrole, et ensuite, on le polymérise pour faire du plastique. d'accord. Donc on rentre pas trop dans les détails, mais oui, il y a un ensemble de transformations qu'on peut Mhm. faire, mais en prenant comme matière première le pétrole. Et là, du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que on peut refaire ces transformations, mais au lieu de prendre la matière première du pétrole, on part de l'isopropanol, qui lui-même est produit à partir des biocarburants. Alors, il Ouais, joue un rôle et il fait pas tout l'isopropanol à lui tout seul, mais il non. pourrait. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que voilà, ça, on trouve des substituts finalement, des voies alternatives qui sont plus vertes pour revenir sur le sujet parce que issues d'organismes vivants qui dégradent la matière organique plutôt que retirer le pétrole du sol quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, il y a beaucoup de bouteilles de Euh, gaz de propane en vente. Oui, oui, c'est ça, hein. C'est voilà, vrai c'est que ça. c'est Donc, le c'est bien un gaz. gaz. Je ne sais pas le gaz que tu peux utiliser pour tes campings ou ce genre de trucs avec ou c'est C'est plutôt le possible, butane, oui, que ce soit, je sais oui. plus. Je saurais pas dire. Isopropanol est liquide, c'est de l'alcool, mais de synthèse, pas du sucre. Ben justement, on peut produire de il y a des micro-organismes qui produisent de l'isopropanol. Hmm. Et c'est typiquement les organismes sur lesquels je travaille. Alors, Ouais. je les révèle, ça y est. Ça y est, maintenant on En- passe à la session on drop passe à la name, partie microbiologie. microbiologie. Euh, En fait, moi, je travaille sur une bactérie qui s'appelle Clostridium acetobutylicum. Donc, c'est un joli nom. Alors, pour ceux qui ont quelques notions en biologie, Clostridium, en général, c'est des bactéries qui ne sont pas très sympas. Ah ouais. C'est la bactérie du botulisme, du tétanos. Bon, il y a tout un tas de joyeusetés. Mais la mienne est plutôt sympa. Elle n'est pas pathogène déjà, ce qui est plutôt pas mal. Et en plus, elle est capable de fermenter les sucres en différents alcools. Elle se Et en trouve fait, où dans la nature comme ça, on euh, peut la trouver?
On la trouve dans le sol. Bah, en fait, dans le sol, sous terre, et je pense qu'on doit pouvoir la trouver aussi quelque part dans nos intestins. Ah, d'accord. Ça fait plaisir. Miam, un bon appétit au fait, hein, à vous. N'hésitez Voilà, pas à vous nourrir parce qu'en vous nourrissant, vous nourrissez aussi vos bactéries, votre, votre flore vos bactéries. intestinale. Et Et peut-être du vous coup, nourrissez cette fameuse bactérie là qui, qui produit du butane. qui produit du butane, c'est ça, du méthane. Bon, je pense que dans l'estomac, elle n'en produit pas énormément. À voir, elle doit être surpassée par d'autres Par d'autres qui lui volent la procédés. nourriture. Ah ouais, là, Et du mange coup, pas assez. cette petite bactérie, elle est capable de produire un mélange de butanol et d'acétone et d'isopropanol. D'accord. T'as dit butanol, acétone, isopropanol, donc ouais, c'est Ouais, encore une fois les trois molécules de droite là, c'est les ça trois sur dessins à droite. la. C'est Ok. ça. Donc elle fait le trio gagnant quoi. Elle elle produit les trois. Incroyable Ouais, ça. c'est ça. Et du coup, tu disais tout à l'heure, je crois que tu as dit oui, on essaie de trouver des nouveaux procédés Ouais. ou des nouvelles voies alternatives. En fait, c'est super vieux comme procédé. Ah ouais. Parce que, ouais, ça a été une des grosses industries de la Première Guerre mondiale, en utilisant cette bactérie-là. Ah ouais. Parce que D'accord. à l'époque, en fait, il y avait des gros embargos et des problèmes d'approvisionnement pendant la guerre. Et un des composants des explosifs, c'était l'acétone, Ah oui, pour pouvoir d'accord. faire de la cordite. Alors j'ai mis une image de ce à quoi ça ressemblait Ah du coup, yes. c'est un genre de missile. Ah d'accord. Putain, c'est ouf. C'est ouf C'est la le petite lien. digression Ouais. histoire. Ah non, non, mais c'est super intéressant. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'histoire. Enfin, moi, je fais partie de ces gens-là qui adorent les anecdotes historiques. Donc ça, c'est un explosif, c'est ça? Non? Ouais, ça Ouais, c'est un obus. c'est un Alors les obus. historiens me corrigeront si je dis des bêtises, il y a peut-être des termes techniques. Ce qui est intéressant, c'est le filament qui est dans la deuxième partie du canon. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la cordite. Ah, le finalement, attends, c'est les fils En fait, qui est à droite, là, c'est ça? ouais, il y a un genre de tresse de petites cordelettes là. Ouais, c'est ça, c'est cette Et partie-là. ça, Ouais. c'est de la cordite. La cordite. Et qu'est-ce Donc que c'est ça fait, ça? un. Bah, ça explose. Ça Ça explose? brûle bien. Ça brûle bien et C'est ça fait en propulse quoi bah, comme matière? alors, je ne saurais pas dire. C'est un explosif, mais c'est composé. En fait, pour la produire, on a besoin de beaucoup d'acétone. D'accord. Ah, l'acétone, c'est la matière première qui permet de C'est produire la ça. cordite. C'est Ok. un des ingrédients qui permet de la faire. Et Ok, du coup, ok. bah, beaucoup de pays se sont retrouvés avec pas mal d'embargos, pas mal de problèmes d'approvisionnement. Et typiquement, les Britanniques se sont dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on a pour faire de l'acétone? Et bah, on a des pommes de terre, donc on va faire avec. Et du coup, ils se sont lancés dans l'industrialisation à grande échelle de production d'acétone avec ma bactérie de Clostridium C'est pour ouf. récupérer, donc en donnant l'amidon des pommes de terre, en le faisant bouillir et en le faisant consommer par ma bactérie. Et ben, ils arrivaient à produire de l'acétone pour faire des explosifs. Donc tu veux me dire Comme qu'à quoi, partir des... ouais, Vas-y, en période de excuse-moi. guerre, on a de l'imagination. Hein. Comme par hasard. C'est quand on veut se Ah, tuer qu'on est les meilleurs pour inventer des trucs. bizarrement, il y a Trop toujours bien. plus de financement en biologie dans ce genre de cas. C'est dommage. Hein. Ah, c'est fou ça. Hein. C'est fou ce qu'on peut inventer quand on a envie de se tuer. Oui, On clairement. devrait faire plus souvent la guerre. Peut-être on inventerait des trucs de ouf. À chaque nouvelle guerre mondiale, il y a eu Bon, je le des recommande stonks. pas. Non, évidemment. Ne prenez pas Mais ça au du coup, premier ouais, en degré. fait, le procédé est super vieux finalement. Il a quasiment un siècle. Et je crois que pendant la Première Guerre mondiale, c'était le deuxième procédé de fermentation le Ah plus ouais. réalisé après la fermentation pour faire de l'alcool. Ok. Et C'est... ensuite, c'est complètement tombé en désuétude. Et pour quelle raison ça s'est arrêté? Bah, parce que déjà, il y a eu moins besoin d'acétone. Le butanol n'avait pas beaucoup d'applications à part pour faire comment ça s'appelle, des vernis pour la carrosserie de l'automobile. Mhm. Et puis en fait, dans les années 40, la pétrochimie est arrivée et ça coûtait tellement peu cher que en fait, le procédé s'est complètement fait surclasser par la pétrochimie. Ah ouais. C'est ouf. Et c'est marrant Ouais. comme on revient du coup Et du à coup, de on l'ancien. revient un peu à Aux ce genre de sources. truc. Et du coup, Bah, tu maintenant lis. que la pétrochimie n'est plus trop une option, dans les dizaines d'années à venir, on se dit, bon, finalement, c'était pas si mal. C'était mieux Faut avant. faudrait peut-être essayer de réoptimiser un peu ce truc-là parce que c'était fait avec 3 bouts de ficelle pendant la Première Guerre mondiale. C'était un peu les Mais est-ce MacGyver qu'on en pourrait temps. pas. Ouais, c'était ça. C'est quand même fou de se dire qu'une patate produit un explosif, quoi. C'est en Ouais, fait, si tu parles de la matière première. indirectement, oui.
Parce que Maître Gibus demandait, ok, elle produit ses molécules, mais elle mange quoi? En fait, la bactérie, bah, elle mange des patates. Elle mange le sucre de la patate, enfin la Ouais, partie sucre chimique. Donc c'est la bactérie que tu toi-même t'étudies. Et, ouais, et donc elle produit on rappelle, elle produit pas l'explosif directement, mais l'acétone, qui est une molécule qui elle-même, après, est utilisée, est transformée en cordite, là, qui est ce fameux matériau explosif. Euh, explosif. Ouais. Comment récupère-t-on les différentes molécules produites par les bactéries? On ne peut pas les traire aux dernières nouvelles. Oui, c'est vrai ça. Les Alors, molécules, enfin les bactéries, qu'est-ce qu'elles font? Elles relâchent elles-mêmes les molécules dans la nature. Comment ça marche en fait? La récupération. je crois que j'ai une autre photo Ah, avec les petites bactéries en question parfait pour ça. voir un peu à quoi ça ressemble, hein. La photo de Ça la doit être une bactérie grosse en bouillie. zoomé. Ouais, en noir et Euh, blanc. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça. Attends, je la vois pas. Je la vois pas. Tu la vois pas sur le live. C'est en noir et J'ai du blanc retard avec sur le le live. doubling Voilà, awesome. exactement. Voilà, parfait. Nice. Alors, c'est pas de moi, hein, j'ai la source si on me la demande, mais C'est pas toi qui as pris la photo. c'est pas moi qui ai pris la photo. Donc, les petites bactéries, donc chaque petit bâtonnet qu'on voit là, c'est une bactérie. Et en fait, elles sont en train là, de grignoter. Donc, les grandes structures qu'on voit, ça doit être de la fibre de cellulose ou quelque chose comme ça. Donc, ça doit être un dérivé du bois. Et elles D'accord. sont en train de le boulotter. Elles sont en train de juste Euh, bouffer le bois, quoi. Genre, ouais, c'est ça. elles ont la grosse dalle, elles en peuvent plus, elles défoncent du bois, quoi. C'est ça. Ok. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va. Donc, on met ce genre de bouillon-là dans un. C'est vraiment une genre de soupe, en fait. C'est-à-dire qu'on va mettre nos bactéries dans un réacteur qui va chauffer, mais pas trop, qui va Hmm. agiter pour que tout soit bien homogène. Et Hmm. en fait, on va donner le sucre à nos bactéries dans une genre de soupe et elles vont relâcher le butanol dans le liquide. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment de la fermentation, enfin, comme on peut l'imaginer, comme qu'on produirait du vin. Et ouais, tu Ouais, chauffes à des températures optimales de confort de la bactérie, c'est ça? C'est quoi? c'est ça, voilà. C'est 40 C'est degrés, un truc comme ça, non? Je sais Ah, pas. moins, mais Ah, c'est c'est à moins. entre 32 et 37 degrés en fait. Bah, D'accord, quasiment ok. la température du corps. On disait que ça Comme vivait par hasard. dans l'intestin. Donc 37 degrés, ça lui va nickel. Il faut pas trop agiter non plus, non? Si tu fais des tours minutes. Euh, Bah, on peut, parce que c'est assez résistant finalement. C'est tellement Ah ouais. petit que bon, il faut pas non plus fracasser les bactéries, Et t'as mais pas, on peut. je sais pas si ouais, t'as pas de photo de ça, parce que moi j'aurais bien aimé voir la gueule du réacteur avec les bactoses dedans. Euh, J'en ai pas. T'en as pas. Pour voir un Je peu à crois quoi pas que ça j'en ai ressemble, là. parce que toi, tu travailles dans ton environnement, c'est un laboratoire du coup, ou c'est un truc un peu Ouais. à une échelle plus grande? Enfin, je veux dire, à quoi ça ressemble un petit peu ton procédé? Ah, moi, c'est à toute petite échelle. Ah, c'est vraiment à l'échelle du laboratoire, quoi, comme on Ah, moi, imagine c'est à l'échelle de la boîte de du, pétri oui, voilà, de la boîte de pétri et, avec un et ballon du comme, micro-réacteur, quoi. ouais, micro-réacteur, c'est-à-dire que c'est même pas un ballon de chimiste qui fait cette taille, c'est un truc encore plus petit. Ça, oui, les volumes sur lesquels je travaille, ça va être un verre d'eau, Un verre d'eau, oui, d'accord. globalement, Et un donc peu de tu choses près, chauffes, quoi. d'accord, d'accord. Donc tu vas chauffer ton verre d'eau avec un peu de bactose Ouais, en et de bout de agitant, bois dedans. Tu fais une c'est ça. infusion en fait. À peu de choses près, oui, c'est ça. Faut pas te rater entre ton verre d'eau, Entre la ton verre de tisane. bactéries et la tisane. Fais tremper ton. Bon, il y a peu de chances de se tromper parce que ces cultures-là, je suis obligé de les faire sous chambre anaérobie. Ah, c'est quoi ça, les chambres anaérobie? Qu'est-ce que ça veut Alors, dire? dans les films de science-fiction, il y a toujours des scientifiques un peu fous avec des mains dans Ah des ouais. boîtes avec des gants et des Ça trucs. existe dans la vraie vie, ça, je Euh, crois. Ça existe dans la vraie vie. Alors, dans les films, en général, c'est pour éviter que ce qu'il y a à l'intérieur s'échappe et tue tout le monde. Ouais. Bon, en l'occurrence, c'est plutôt pour éviter que l'oxygène rentre et tue ma bactérie. Ah ouais, d'accord. Ah bon, parce que Parce que elle supporte pas, elle aime pas non, l'oxygène. elle peut pas vivre en présence d'oxygène. Ah, c'est fou ça. Ouais. D'où, encore une fois, vivre dans le sol ou dans les intestins. Elle se terre. Voilà. Donc, en fait, elle est incapable de vivre en présence d'oxygène. Et du coup, on est obligé de la cultiver dans des conditions assez particulières, donc sans oxygène, dans un espace assez protégé. Donc c'est à l'intérieur, c'est aspiré en gros, il y a pas l'air est aspiré avec une pompe ou un truc comme ça. Enfin, l'air est retiré Euh, de ouais, ton truc. en fait, Ok. c'est juste que c'est un air spécial, c'est juste 100% d'azote. Ah ouais, ok. Et il n'y a pas d'oxygène en fait. Donc c'est une petite, un bac qui est fermé, qui est étanche. Hmm. Et nous, on passe juste nos mains à l'intérieur pour manipuler. Ça s'appelle Et on comment peut faire rentrer certaines. comme truc?
Comme Euh, hot anaérobique, non, c'est ça? ouais, tape station anaérobie ou chambre anaérobie. Je pense que tu devrais avoir des images. Donc ouais, là, tu peux pas trop le confondre avec ta tisane, quoi, le truc. Ah non, Donc c'est carré, ouais, c'est un module, mais c'est aussi gros c'est aussi gros qu'un. que là, ce que je monte là actuellement. Il y a un petit délai, mais Ouais, voilà, c'est ce genre de choses. Et ben, c'est exactement celle que tu montres. Voilà, c'est celle-là, c'est le même modèle. c'est ce En genre de fait, modèle, ouais. c'est ton labo là. On le sait pas, mais c'est pris chez toi avec la bouteille d'azote ici à gauche là, c'est ça? Pour Voilà, remplir. exactement. Donc bouteille Et avec d'azote la pour petite remplir porte pour d'azote. faire rentrer, sortir quand on a besoin Ah ouais, il y a de. une petite, là, il y a l'antichambre là, le. C'est ça. En fait, il y a Ah, un sas. un C'est vraiment sas. un micro sas où on peut faire rentrer, sortir. Trop bien. Énorme, c'est stylé ça. Et ça, du coup, ouais, à chaque fois que tu veux cultiver ta bactérie, tu es obligé de le faire là-dedans, quoi. Parce que sinon. Ouais. Ok. Et sinon, elle meurt. Et où est-ce que tu la récupères en fait? Je suis curieux. Ça s'achète? Comment ça marche? Tu Ouais, l'as. ça s'achète en fait. Il y a des Alors, il labos y a qui des. sont spécialisés dans la culture de bactéries après qui vendent ça, quoi. Alors, il y a des labos et il y a des banques aussi internationales qui sont Ouais. publiques. Typiquement, il y a là sur celle pour lesquelles on utilise, il y a une banque américaine et une banque belge qui en fait sont des gigantesques catalogues de micro-organismes qui ont été séquencés et pour lesquels on sait exactement quelle est leur séquence, quelle est leur tête, quelle est leur fonction, quelle taille elles font. Et en fait, quand un laboratoire veut travailler dessus, il va acheter une licence et du coup un échantillon de cette bactérie-là. Et ça permet au niveau scientifique de s'assurer que globalement tout le monde travaille avec les mêmes standards. D'accord. Donc là, Parce que si on commence à avoir chacun notre petite tambouille qui est légèrement différente de celle du ouais, voisin, c'est pas comparable les résultats. Tu peux pas reproduire ouais, l'expérience en fait. Ça pose des c'est ça. problèmes C'est déjà de assez recherche. difficile d'être répétable en biologie. Si en plus tout le monde commence à avoir ses propres frigos avec ses propres souches qui sont un peu différentes les unes des autres, ça peut vite devenir très peu extrapolable d'un labo à l'autre en fait. Ouais, bien sûr, c'est compliqué. Le principe de la science, c'est de pouvoir répéter les expériences dans les mêmes C'est ça. conditions avec des standards qui sont qualifiés, qui sont vous êtes un certificat d'authenticité qui te dit ça, c'est bien la bactérie de Ouais. un tel, voilà la séquence du génome, c'est ça. Est-ce que l'atmosphère de Mars pourrait être favorable au développement de cette bactérie? Le problème, c'est que il n'y a pas que l'atmosphère qui compte, il faudra qu'elle puisse se nourrir, et comme il n'y a pas de sucre sur Mars, compliqué. Oui. En fait, c'est... Bon, je sais pas comment est l'atmosphère de Mars, mais Il y à a mon avis, c'est compliqué. l'azote et du CO2, je crois. Enfin non, il y a pas de temps. Il y a un peu de CO2, il y a beaucoup d'azote, très peu d'oxygène. Je sais plus. En termes de Mais composition de l'air, oui. Après, en termes de température, en termes de pression, en termes de tout ça, j'en ai aucune idée. ouais, non, les températures sont assez variables. Il y a des extrêmes en fonction de si t'es du côté Ouais. jour ou nuit. Non, mais oui, c'était par rapport à la composition de l'atmosphère. Oui. Mais après, oui, quand même, une bactérie, en plus, c'est ce que tu m'avais dit en off, c'est que c'est quand même assez difficile. Enfin, ça meurt facilement aussi, quoi. Enfin, c'est-à-dire que si c'est pas dans dans ses bonnes conditions, elle va avoir du mal à se reproduire, quoi. C'est finalement assez fragile, en fait. Ça pullule très très vite quand c'est dans des conditions idéales, mais dès que c'est sorti un peu de sa zone de confort, c'est assez fragile, ouais, finalement. Mm. Il y avait une question justement sur la chambre. Est-ce qu'elle est chauffée, cette chambre, justement et les bactéries restent dedans, ou alors est-ce que tu as des incubateurs exprès? Enfin, t'as des... Alors, sur celle que tu montres, l'enceinte, elle est à température ambiante. Donc là, Ouais. tout l'air à l'intérieur de l'enceinte est remplacé par de l'azote. Mhm. Et tu vois qu'il y a 4 petites étagères au fond Ouais. 1, 2, 3, à 4. clapper. Ouais. Et en fait, dans ces 4 petites étagères, tu as des compartiments qui, eux, sont chauffés. Ok. Et que tu peux mettre un plateau agitant à l'intérieur. Alors, c'est assez petit, mais ça permet d'avoir un espace qui est chauffé et qui est avec la bonne composition. Tu utilises ces tiroirs-là. C'est cool. On n'avait Ouais. pas du tout prévu de parler en fait de ton labo et de Ouais, ton truc. Mais je trouve que c'est intéressant parce que moi je connais pas du tout les manips qui c'est sont les faits en outils courants de biologie. labo. Ouais. Et pourtant, moi, je suis chimiste en fait, donc j'ai l'habitude de l'environnement laboratoire, mais le laboratoire de chimie. Et tout ce qui est la partie biologie, je connais vraiment pas du tout. Ouais. Donc ça m'intéresse. À combien ça coûte cette chambre? C'est cher? Je saurais pas dire. C'est Bulon qui veut Je se l'acheter saurais pas pour dire. lui.
Je pense que L'argent on dépensé. est à quelques dizaines de milliers d'euros, je pense, ce genre Ah! de choses. Bon, j'ai peut-être... parce que j'hésitais pour mon setup déco Ouais, stream, je là, pense que à l'arrière. c'est le prix d'une belle berline, je pense. Ouais, je me disais, est-ce que ça ferait pas bien dans mon arrière-plan? Mais si c'est Ah, juste pour la déco du ça fait un stream, bel éclairage. c'est peut-être un peu too much comme investissement. Dans le salon, ça claque, ouais. Et du Euh, coup, il y en a qui sont entièrement chauffés aussi. ah ouais. On a une deuxième qui est 100% à 34 degrés. Du coup, l'hiver, c'est très très bien parce que ça chauffe les bras. L'été, c'est moins cool. Ah oui, parce que tu Parce que dois avoir l'été, trop ça veut chaud dire que après. Ouais. bah, du coup, tu as le corps à 35 degrés parce qu'il fait chaud dans le labo Mhm. et les bras à 37 parce qu'il fait chaud aussi à l'intérieur. Ah ouais, c'est pas très agréable. Ok. Et voilà, donc ces petites bactéries, il y en a qu'une seule sorte du coup que tu étudies? C'est celle-ci? C'est Moi, je travaille sur exclusivement sur une seule souche? souche. Ouais. Ok. Ouais, Et en fait, on a chaque espèce de bactérie, on la catégorise en souches parce que on sait que une souche particulière va avoir un génome précis et c'est comme ça qu'on standardise nos expériences. Et donc là, la souche, tu disais, elle était déjà utilisée au début du siècle pour produire Mhm. des explosifs. Et du coup, tu t'es mis à lire des publications d'époque pour te renseigner, à lire des écrits Ouais, historiques pour ta thèse. Tu t'es dit, faut voir j'en ai comment ils faisaient trouvé à l'époque. quelques-uns. Tu t'es inspiré de ce qui se faisait Euh, avant, du coup. bon, après, il Après, y a eu du boulot oui, depuis. depuis, il y a eu des choses, mais Mais ouais, j'en ai lu un ou deux, juste parce que pour ça. Alors, il y en a quelques-uns en anglais, quelques-uns en allemand, parce que du coup, ouais. les Allemands ont fait à peu près la même chose de leur côté. Hmm. Bon, en allemand, c'est un peu, un peu C'est un peu lourd. compliqué. Et j'ai lu aussi un très 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 vieux papier du coup qui date de Pasteur, parce que c'est Pasteur qui les a mis en évidence ces bactéries-là. Ah oui. Et du coup, il y a un papier qui doit faire 2 pages, qui est bizarrement rédigé en fait par rapport à aujourd'hui, ça nous paraîtrait complètement bizarre de rédiger comme ça, mais en fait à l'époque, ils rédigeaient leur papier scientifique comme s'ils écrivaient dans un journal Un intime en journal fait ou de... un journal de Ah bord. oui, ouais, c'est ça. Un jour, Avec quoi. voilà tel jour j'ai fait ça ah bah j'étais surpris du résultat, je m'y attendais pas du tout, je réessayerai le lendemain comme ça, et en essayant à plusieurs reprises avec mes assistants on a trouvé que ça et c'est vraiment raconté un On peu raconte sa de vie. façon romanesque. Ah, c'est trop bien. Donc c'est Pasteur qui a découvert cette bactérie en premier, c'est ça? Ouais, Ok, bah, il a découvert ce genre de bactérie, on sait pas ok. trop laquelle il a découvert, mais probablement une de cette famille là, parce que les écrits sont un peu perdus, évidemment personne n'est venu pour stocker la souche à l'époque. Donc, on se doute il avait mis le doigt sur quelque chose, mais on ne sait pas si c'était vraiment celle-ci ou une proche voisine. Ok, mais il n'y a pas des gens qui bossent pour développer des souches, je pense, dans ton labo, dans le sens où est-ce que de ton côté, la question c'est dans le sens, est-ce que toi de ton côté tu peux pas cultiver ces bactéries et après comme ça t'as pas besoin de les racheter, ou non, ou la culture de bactéries c'est quelque chose de lourd à faire en fait, c'est pas ton job si tu vas me dire, c'est ça? Bah, en fait, une fois qu'on les a achetés dans les catalogues, on Ouais, le stocke dans un congélateur à -80 degrés. oui, Et en fait, dès qu'on veut refaire une culture, on va se servir sur ce tube-là. ah, d'accord. Parce que comme ça, on sait que ça vient c'est la souche la plus Oui, proche ok. du génome originel de ce qu'on a acquis. Mais ça vous fait combien de temps Ça une... peut durer des années, des années. Ah oui. Je pense que là, le tube, il était là bien avant que je démarre ma thèse, donc je pense que ça fait une trentaine d'années qu'ils l'ont. Ah oui, Polo Sama en fait voulait plutôt dire, c'est moi qui ai mal interprété sa question. Il voulait dire dans le sens, est-ce que tu fais évoluer ta souche? Est-ce que tu vas, parce que en fait en les faisant, comment dire, reproduire, il peut y avoir des mutations et des trucs comme ça, non? Enfin, et Mhm. donc elle peut changer de nature finalement cette bactérie. Donc en fait moi ça me fait poser une question, c'est que comment tu gères ça, parce que si elle change de nature, elle peut changer sa manière de métaboliser par exemple le sucre et donc faire Mhm. varier la production de ton éthanol par exemple. Comment tu tacles ce problème là en fait? Et ben, on le gère pas justement. Ah, c'était une Parce que du coup, bah, en fait, il va y avoir fatalement des mutations. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a des précautions pour éviter ce genre de choses et pour stabiliser, s'arranger pour avoir des souches stables. Mhm. Mais oui, fatalement, au fur et à mesure des cultures, si on réutilise la même culture pour inoculer une expérience d'après, on va avoir des dérives génétiques qui vont se produire.
Et c'est pour ça qu'on repart souvent De la du souche de tube le base. plus Ouais, ancien du qui a tube été acquis du labo. qui est dans le frigo à -90, quoi. C'est ça. Ou D'accord. alors d'une culture qui a été faite à partir de ça, mais qui a eu très très peu de temps pour muter, quoi. Ok, ok, ok. Ouais, c'est pas simple comme expérience, quoi. Non. Et, Mais ça peut être aussi le but de certaines expériences, justement d'acquérir certaines mutations qui vont améliorer la souche. C'est aussi ouais, là-dessus que je travaille, pour le coup. oui, ok. Donc c'est vraiment au cœur, la question était très pertinente parce que c'est vraiment, tu travailles Ouais. sur comment, ouais, optimiser, parce que c'est peut-être pas la meilleure, du coup, ce, bactérie, enfin, c'est pas Non, ça. enfin, pour vivre, elle est très bien, hein. Je pense Ouais. que elle est super adaptée à son environnement. Pour entrer dans un procédé industriel, bah, on lui demande certaines contraintes qu'elle a aucun intérêt à posséder d'un point Hmm. de vue évolutif. Donc là, pour le coup, il y a certaines améliorations Et qui permettent de la d'optimiser. rendre un peu plus facile à utiliser Et dans ce genre de procédé. quelles sont-elles, enfin, sans rentrer trop dans les détails, parce que là, peut-être que tu vas devoir invoquer des techniques très spécifiques, mais qu'est-ce que tu modifies, par exemple, pour la faire changer, on va dire est-ce que tu fais varier des choses comme la température, comme je dis n'importe quoi, mais juste pour toucher du doigt un peu ton travail. En fait, ce qu'on fait, c'est que on va la mettre dans des situations qui sont stressantes pour elle Mhm. et on va s'arranger pour l'exposer longtemps à ce genre de stress, de façon à voir si on va pas avoir certaines mutations qui vont être profitables et qui vont lui permettre de se développer dans ces conditions-là. Typiquement, ce C'est qu'on quoi le aimerait bien stress? avoir, C'est quoi, quel type de stress, je voulais dire? typiquement, Ouais, quand on veut pousser sur les matières végétales dont je parlais tout à l'heure, donc avec les racines, les tiges, les matériaux qui sont un peu pauvres des végétaux, on ne peut pas les utiliser telles quelles, on ne peut pas juste donner une racine à notre bactérie. hmm, Il va falloir la broyer, détruire la cellulose avec des acides, avec de la température, avec de la pression. ouais, Et en fait, tout ça, ça va libérer les sucres, hmm. donc les rendre accessibles pour la bactérie, mais ça va aussi libérer pas mal de molécules qui sont assez toxiques pour la Dangereux, bactérie. ouais, d'accord. Et donc, du coup, bah, le but, c'est d'arriver à jongler entre. Il faut que la bactérie ait accès au sucre pour pouvoir les transformer en carburant ou en tout cas en molécules qu'on vise. Mais d'un autre côté, il faut qu'elle puisse résister aussi aux molécules auxquelles elle va être exposée qui peuvent potentiellement être des poisons à trop forte dose. D'accord. Donc ce que tu vas Et ça, faire typiquement, c'est varier, une des problématiques. ce que tu peux faire varier, du coup, c'est le cocktail dans lequel tu vas faire baigner ta plante, ton bout de Ouais, plante, pour que il se dissolve, enfin, pour qu'il libère ses sucres, mais qu'il libère aussi. Enfin, il va libérer soit plus ou moins ses sucres, soit plus ou moins aussi ses molécules un peu plus toxiques, et trouver ouais, un peu le bon cocktail qui fait que la bactérie, elle, ça va lui plaire, quoi, c'est ça? c'est ça. Donc ça, c'est un des aspects. Et sinon, l'autre aspect, c'est d'essayer de bodybuilder la bactérie pour qu'elle résiste du mieux possible. Alors Donc là, c'est ça se fait avec des stress, là, c'est ce avec que des tu disais, mutations. ça. Avec des mutations. Oui, mais comment tu contrôles les mutations? Comment tu les fais faire des mutations à ta bactérie? En leur Il y a deux faisant. approches. Ouais. Soit tu fais de la mutation aléatoire. Donc là, tu vas mettre ta bactérie en présence de composés qui sont toxiques, ce qui fait que ça va Mhm, en tuer une grande partie. mhm. Mais dans l'eau, tu vas en avoir peut-être certaines qui vont avoir une mutation qui va se produire spontanément, qui Ouais. va les rendre un tout petit peu plus Résistante. résistantes Ouais. vis-à-vis de ce composé toxique. D'accord. Et en fait, ces bactéries-là, elles vont finir par prendre le dessus et Hmm. pulluler parce que c'est les seules à pouvoir À se survivre. développer. Ouais, d'accord. Voilà. Et du coup, en augmentant encore un petit peu, on va recréer un stress qui fait que beaucoup de bactéries vont mourir. Peut-être qu'une autre va avoir une autre mutation aléatoire à un autre endroit qui va faire que c'est encore un poil mieux. Et en fait, on peut arriver graduellement à augmenter la résistance de la bactérie comme ça. D'accord. Par un contrôle minutieux de l'environnement, en changeant à C'est chaque ça. fois un petit peu, en lui faisant, c'est ce que tu appelles le stress, du coup, Ouais, en mettant la bactérie dans des conditions difficiles, de plus en plus difficiles, ouais, c'est ça. et comme ça tu vas sélectionner, enfin tu vas laisser, enfin celles qui vont être les plus résistantes vont survivre, elles vont continuer de se reproduire, et ça va permettre d'orienter les mutations dans un sens, quoi. Ouais, Et à la fin, tu obtiens une population qui est différente de celle de départ. Et ouais, tu vas voir comment elle bouffe les sucres et c'est elle ça. fait les transformations. Est-ce qu'elle produit plus d'éthanol ou plus de butanol Voilà, ou c'est ce ça. genre de choses. Ouais, Est-ce c'est qu'elle super arrive intéressant. à mieux pousser sur un milieu qui est un peu plus toxique et dans ce cas-là, Hmm. c'est plus utilisable d'un point de vue industriel.
parce que du coup, ça veut dire qu'en amont, il y a moins besoin de traiter. On peut y aller un peu plus comme des bourrins et du coup, Oui. ça coûte moins cher. Ah ouais, c'est ça. Donc, il y a des aspects économiques aussi. Oui, d'accord. Ce que tu simules, en fait, ce que tu fais comme expérience, c'est aussi un petit peu simuler ce que tu pourrais reproduire en industrie. Parce qu'en fait, il faut bien garder en tête l'application industrielle qu'il y a derrière. Tu fais pas ça Ouais, juste pour le fondamental. Enfin, même si c'est très intéressant sur le plan oui, scientifique, oui, tu le fais parce que tu voudrais faire ce que tu fais à l'échelle du laboratoire à une échelle très grosse, avec des plus grosses quantités et des colonies de bactéries encore plus grandes, avec plein de c'est plantes. ça. Forcément, tu essaies de simuler des choses qui pourraient être faites à une grande C'est ça. échelle. Et le problème, c'est que la grande échelle implique des grosses quantités. Et si Ouais, tu es obligé à petite quantité d'utiliser des trucs très polluants, enfin des produits chimiques qui sont pas terribles, on va dire, pour l'environnement ou ce genre de choses, bah du coup, peut-être que c'est intéressant sur le plan scientifique de les tester, mais après, si tu te projettes à l'échelle industrielle, et bah, c'est du coup, ça. ça va être plus compliqué. Tu vas Il peut-être faut. dire, bon, bah, ok, c'est intéressant, mais ça va être un peu trop compliqué. Ça va pas être assez vert, justement, puisque Ouais, pour revenir sur la problématique de la chimie verte, quoi. Ouais, faut ouais. pas perdre de vue ça. C'est vrai c'est un aspect qui est super intéressant aussi de tes recherches, quoi, de garder Mhm. le côté un peu simulation, représentation Ouais, ouais. d'un procédé plus gros d'avenir, Parce que quoi. typiquement, un des problèmes avec les problèmes de toxicité, c'est déjà des problèmes qu'il y a en agroalimentaire. C'est-à-dire que toute l'année, Hmm. tu veux que, je sais pas, ta bouteille de lait, elle ait le même goût, la même couleur, le même taux de, je sais pas, de sucre ou de lipides. Et du coup, c'est un casse-tête pour les agroalimentaires Ah d'arriver à ouais, standardiser ça toute l'année. ouais. Bah, à grande échelle, pour nous, ce serait le même problème parce que est-ce que tu peux être sûr que tu vas avoir les mêmes végétaux en été, en hiver, Ah au oui. moment de la floraison, selon à quel Ah moment tu ouais. récoltes? C'est ça, parce qu'il faut nourrir les bactéries avec la même composition, normalement, avec les mêmes C'est trucs, ça. quoi. Et si elles Ou peuvent alors qu'elles pas. acceptent une gamme qui soit assez large Ouais, c'est et ça. qu'elle soit assez tolérante. Hmm. Ah oui, c'est ça. Donc, pareil, encore une fois, soit tu modifies la nourriture, soit tu modifies la bactérie. Enfin, Ouais, il faut jouer avec les deux tableaux, quoi. ouais, c'est ça. C'est... Et toi, du coup, tu explores vraiment les deux aspects pendant ta thèse, ou tu t'es plus focalisé sur la bouffe ou plus sur les bactéries? Moi, je, moi, je suis plutôt sur l'aspect bactérie. D'accord, d'accord, ok. Donc, il y a des équipes qui travaillent sur les autres aspects, sur faire des végétaux trouver les Hmm. végétaux qui soient le plus adaptés et qui en plus pourraient nous rendre service. Il y a des gens qui travaillent sur détruire les végétaux pour rendre les sucres accessibles tout en ayant le moins possible de composés toxiques. D'accord. Donc en fait, il y a tout un tas de petits Ouais. leviers et de Sur chercheurs les qui bossent sur plein de maillons de la chaîne. Et du coup, tu travailles aussi avec ces chercheurs pour essayer de faire un peu une synthèse de qui a trouvé quoi, comment. Enfin, tu es en collaboration avec ces gens-là un petit peu? Ou Bah, pas tant que ça? indirectement, parce qu'en fait, on est obligé de se tenir au courant de ce qui sort comme papier scientifique. Mm, Mais là, pour le coup, on est assez centré sur la partie biologie et on n'a pas de lien direct au jour le jour avec les gens qui travaillent dessus. C'est juste qu'on voit quelles sont les améliorations qu'ils apportent, on voit sur quel levier ils arrivent à avancer très vite et sur quel problème ils galèrent autant que nous. Et du coup, ça permet de se dire, OK, quelle est la priorité pour nous par rapport à ce que les autres n'arrivent pas à faire, quoi. mm. Ouais, non, c'est super intéressant. Tu avais parlé du coup d'une deuxième méthode. Enfin, je veux dire, tu avais dit il y a deux méthodes pour sélectionner un peu les bactéries, enfin faire en sorte qu'elles ont des mutations. Ouais, Tu avais parlé de la première méthode où c'est appliquer un stress, ce que tu as expliqué, c'est où ça. Ouais. on le met la bactérie dans des conditions un peu difficiles en présence de molécules un peu toxiques, et puis on voit lesquelles survivent, et puis comme ça on fait de la sélection artificielle de population. Et tu avais une deuxième méthode peut-être à proposer? Ouais. Donc la première, c'était ce qu'on appelle la mutagénèse aléatoire. C'est-à-dire D'accord. qu'on va avoir des mutations qui, bah, par nature, sont aléatoires, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance ce qu'on va avoir Mhm. comme mutation. Et l'autre pendant, c'est de faire de la mutagénèse dirigée, où là, on va aller modifier volontairement un endroit très précis de l'ADN dont on pense qu'il peut avoir un impact ou améliorer les performances sur tel ou tel aspect. Yes. Donc ça Et donc là, du coup, c'est c'est ciblé. là où on va utiliser. Ouais, c'est très ciblé. Et là, c'est le moment où on utilise CRISPR, les ciseaux moléculaires. C'est ça. Zébulon34 l'avait dit dans le chat, c'est pour ça que j'étais pas Voilà, sûr si ouais, je l'ai c'était vu vraiment passer ça. aussi. C'est Si, donc si. CRISPR, rapidement, tu peux expliquer simplement ce que c'est sans trop rentrer dans les détails. Ouais, alors sans trop rentrer dans les détails, c'est un outil qui a été
alors découvert dans un premier temps, ça n'a pas été créé, ça a été découvert chez des bactéries qui s'en servaient en fait s'en servent comme système de défense contre des virus. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, elles utilisent des ciseaux moléculaires qui vont leur permettre de reconnaître des séquences de virus quand elles se font infecter, de les stocker quelque part dans leur génome et de réutiliser ces tout petits morceaux de virus comme avis de recherche, en quelque sorte, pour pouvoir aller découper l'ADN de virus quand elles se font réinfecter. Ouais. Et du coup, il y a une équipe qui a essayé de détourner ça pour pouvoir cibler les génomes pour pouvoir modifier à façon l'ADN. C'est ça, et toucher au génome, enfin être capable de modifier certaines parties. Et donc c'est une technologie qui a pas mal révolutionné le champ disciplinaire, puisqu'on peut faire de la manipulation génétique assez précise du coup. Ouais, c'est ça. Et donc toi, tu peux aussi faire ça à l'échelle de tes bactéries et leur ajouter ou leur retirer des séquences d'ADN et leur dire, par exemple, leur donner des mutations volontaires pour qu'elles fassent certaines choses. Et du coup, toi, tu travailles aussi avec cet outil-là, avec CRISPR? Ouais, au quotidien. Donc après, ce que je fais surtout, c'est d'un point de vue fondamental. Comme on ne connaît pas tous les gènes chez les bactéries, le meilleur moyen de savoir à quoi sert un gène, c'est de le retirer en fait. Parce que du coup, on va voir tout de suite, s'il y a une fonction qui disparaît, c'est que ce gène-là était fatalement impliqué dans la chose qui a disparu. Donc en fait, ce que je fais surtout, plutôt que d'ajouter des gènes, c'est surtout d'en retirer finalement. Pour arriver à comprendre, voilà, ce gène-là, il vient là. Il a tel impact sur le fait que la bactérie va avoir plus ou moins de facilité à consommer les sucres ou à produire plus d'alcool. Et du coup, c'est vraiment l'aspect fondamental d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la bactérie, en fait. Ouais, mais c'est super intéressant. Avant même d'essayer de l'améliorer. Ouais, et puis tu peux voir directement tu vois quel résultat ça te donne, mais parmi les résultats que ça peut donner une amélioration dans le sens où elle peut justement mieux métaboliser le sucre et plus produire d'alcool. D'ailleurs, tu as eu des résultats un peu comme ça. Enfin, je veux dire, je sais pas si t'as eu des bonnes surprises en faisant tes recherches, des anecdotes comme ça, si t'as envie d'en raconter. Typiquement, ce qu'on cherchait à faire, c'est que donc quand on l'a fait pousser sur des substrats végétaux, donc des matières végétales dans lesquelles on libère les sucres, on va avoir tout un tas de sucres. Je crois que j'ai mis l'image aussi sur les différents sucres. Ouais, je vais essayer d'afficher ça là. Ça doit être une figure avec la lignocellulose, je crois. Je sais pas si je te l'ai mis, ou peut-être pas mis. J'ai le truc, mais je crois que c'est j'ai une image Cas9, c'est CRISPR. J'ai une image CRISPR et j'ai un truc sur pas celui-ci. Non, je crois pas que je l'ai. Je vais regarder si je te l'ai envoyé, mais je suis pas sûr. Enfin bref, en fait, quand on va libérer les sucres, on a différents types de sucres. Donc moi, typiquement, ce qui m'intéresse, ça va être des sucres qu'on appelle le xylose et l'arabinose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre bactérie, elle a un peu des sortes de préférences alimentaires. C'est-à-dire qu'elle ne va pas consommer les sucres en même temps et elle va les consommer un après l'autre. Et ça, c'est assez handicapant en industrie parce que du coup, elle consomme moins vite puisqu'elle va attendre de consommer tout un sucre qu'il n'y en ait plus avant de commencer à consommer les autres. Donc ça, c'est assez handicapant. Ce qu'on voudrait, ce serait qu'elle soit capable de consommer tous les sucres en même temps. Pour produire un maximum, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et surtout pour produire vite. Oui, parce que donc elle arrive à pousser plus vite, à consommer plus vite. Et qu'elle ait transformé le maximum. Pourquoi elle se focus que sur un sucre au début et après elle change. Ouais. En fait, elle passe d'un sucre à l'autre et c'est, d'un point de vue évolutif, c'est super pratique parce que ça permet de minimiser l'énergie qu'elle dépense. C'est-à-dire qu'en gros, elle va se concentrer sur un seul sucre. Du coup, elle va produire tous les petits outils qui lui permettent de consommer ce sucre-là. Et quand il n'y en a plus, elle jette tous les outils, elle en produit pour le second sucre. D'accord. Ah oui. Et en fait, elle fait ça parce que ça lui permet de... Ouais, exactement. Ça lui permet d'éviter d'avoir 15 000 caisses à outils qui sont tout le temps exploitées. D'accord. En fait, c'est juste qu'elle change les outils dont elle a besoin exactement au moment où elle en a besoin. Ok. Et donc d'un point de vue dans la vie sauvage, en fait, c'est super pratique pour elle. Mais en industrie, c'est chiant. Et oui, parce que toi, tu as réussi à faire un truc par rapport à ça, du coup?
avec une, Ouais, ouais, avec une mutation? donc avec une mutation, donc en retirant un gène, ça permet d'améliorer la consommation de deux sucres en même temps. Ah ouais. Ouais, Donc tu as accéléré le fait de consommer des sucres et donc indirectement tu vas produire plus d'éthanol et ce genre de choses c'est ça. en un temps plus court en fait, c'est ça. Ce serait l'objectif. Donc après, il faudrait le tester à grande échelle. Hmm. Et après, alors après, il y a d'autres leviers, parce que là, je l'ai fait pour deux sucres, mais en fait, c'est vraiment un cocktail de différentes molécules. L'objectif, ce serait d'arriver à déverrouiller toutes les voies en même temps. Ça, c'est pas encore fait. Ça serait trop beau ça. Bah oui, ce serait trop facile. Mais du coup, pour ça, oui, c'est CRISPR que j'utilise au quotidien. Il y avait une question sur CRISPR justement, est-ce que c'est un outil courant des labos ou ça reste très coûteux pour la plupart d'entre eux? En tout cas, dans notre labo, c'est devenu très, très, très courant. D'accord, ça demande beaucoup C'est de préparation, enfin je me rends pas compte, c'est plus si cher que ça. En fait, ce qui est limitant, c'est surtout le temps, en fait. C'est le temps et la main-d'œuvre, parce que c'est pas si rapide que ça, finalement. Ok. Là, pour obtenir, je sais pas, pour donner une échelle de temps sur une bactérie, c'est quand même relativement plus simple que des cellules humaines ou quelque chose dans le médical. Là, pour modifier une bactérie à un endroit très précis, sans rien modifier ailleurs, il faut compter un mois et demi, du Ah début à la ouais, fin. quand même. Donc c'est pas instantané, quoi. Ah oui, donc toi, tu fais des cultures qui peuvent prendre vraiment du temps avant de te servir de ce que tu as produit, quoi. Ouais. Bah, en D'accord. fait, il y a tout un tas de petites étapes de préparation où il faut déjà se renseigner sur le gène, Mhm. savoir un peu ce qu'on essaie de viser, commander de quoi construire ce qui va nous permettre de le retirer, l'injecter dans la bactérie, activer le tout, et ensuite sélectionner celles qui ont fait la modification qu'on voulait. Donc en Ouais. fait, il y a pas mal de petites étapes séquentielles. Ouais, ouais, j'imagine que il faut pas se rater à l'une d'elles, sinon c'est terminé, quoi. Sinon, faut tout Ouais, c'est ça. refaire. Il faut tout refaire. Ouais. Et ouais, bah ça doit être sur une échelle de la thèse où tu as 3 ans pour faire ça. Bon, c'est quand même con de perdre un mois, un mois et demi sur un truc, une expérience comme ça. Enfin, après, je sais pas, ça Oui, dépend. tout en sachant que en fait, on n'est même pas sûr d'avoir un résultat intéressant à la fin. Moi, j'ai des Hmm. mutants où j'ai passé du temps dessus. Et en fait, ils ont rien de particulier. Il y en a, ils font rien de plus ou rien de moins qu'avant, quoi. Ils font la même Bah, en chose. tout cas, dans les conditions dans lesquelles on l'a testé, on voit rien de D'accord. spécifique. Donc, s'il y a un effet, S'il est pas on là, l'a pas enfin, vu. on l'a pas vu, quoi. D'accord. Ah oui, ça arrive, ça. Ça arrive beaucoup plus Donc, souvent que de voir un mutant qui fait un truc de ouf, quoi. c'est ça. Donc, les voies de la biologie sont impénétrables. C'est ça. Il y aura toujours des thèses, même après ton sujet, quelqu'un reprendra le sujet et recherchera Oui, de voilà, c'est nouveaux ça. mutants. D'ailleurs, en parlant de ça, là, tu es sur ta dernière année, Ouais, le sujet te plaît bien, tu penses que tu vas continuer dans la recherche après ou ouais, ouais, sur cette même je pense. thématique? Sur cette thématique-là ou sur d'autres, mais toujours en lien avec l'énergie, je pense. Mhm. En tout cas, tout ce qui est essayer de mettre un peu la microbio, les biotech au service de l'environnement. Enfin, c'est un truc qui me botte un peu. Mhm. Mais Ouais, bien après, sûr. est-ce que ce sera sur ce sujet-là très précis ou sur quelque chose qui gravite un peu dans cette sphère-là? Mhm. Je sais pas encore. Ok. Mais ouais, c'est des sujets qui sont intéressants. Et par curiosité, t'obtiens. Enfin, comment tu mesures les alcools que tu produis? Enfin, tu fais des analyses de chimie analytique, après c'est ça pour Ouais. voir les différentes molécules et les abondances. Je me rends pas compte si c'est beaucoup. Enfin, je veux dire, l'éthanol qui est produit, par exemple, il est en faible quantité par rapport au reste des molécules ou c'est un composé majeur de la Ah non, production? il y en a très très peu en fait. Oui, Il y en c'est a très ça. très très peu. En fait, Tout à l'heure, je parlais de notre grosse soupe dans laquelle on produit nos alcools. Mhm. En fait, une fois que les bactéries ont fini de travailler et que le milieu bouge plus, on a à peu près 2% d'alcool. Mhm. Donc c'est du niveau D'une entre un panaché et une bière très légère, quoi. Ouais, c'est ça. Donc après ça, on va le distiller pour pouvoir concentrer en alcool Hmm. et réutiliser et avoir l'alcool purifié, quoi.
La distillation aussi, c'est intéressant comme procédé. Donc, c'est Mm. le fait d'extraire des molécules d'un mélange, en fait, séparer le mélange, séparer les différentes molécules d'un mélange à l'aide des températures d'ébullition, parce que vous chauffez Ouais, toutes les c'est ça. molécules bout à des températures différentes. Et donc, en chauffant progressivement, vous allez faire évaporer une molécule, puis une autre, et donc vous allez pouvoir les séparer comme ça. Et ça, c'est marrant parce que c'est aussi un procédé qu'on retrouve en alimentaire dans l'alcool pour la préparation du whisky, par exemple. Il y a toute une Ouais, voilà, partie typiquement. distillation. Donc, c'est marrant comme ta chaîne, enfin, ce que tu fais est un peu. Il y a pas mal d'analogies avec la production d'alcool, quoi, finalement, pour de vrai. Est-ce qu'un type d'énergie Oui, se oui, clairement. démarque comme étant très prometteur pour l'avenir? Vaste question. Mais Je sais pas si j'aurais. peut-être plus dans ton domaine, enfin, parmi les molécules qui sont produites, parce que tu m'as parlé ouais, d'éthanol, de butanol, tu avais l'air de dire que le butanol, il pouvait remplacer à 100% Oui. l'essence. Est-ce que toi, tu mettrais tes billes là-dessus aussi, ou tu penses qu'il y a d'autres molécules Bah, je prometteuses? bosse dessus, donc je mettrai quelques billes quand même dessus, mais après, c'est vrai que là, c'est une bactérie en particulier. Mais en fait, je pense que rien qu'en France, on doit être une dizaine ou quelques dizaines à travailler sur différentes bactéries qui Mhm. auraient des approches différentes pour essayer de traiter les problèmes des énergies ou des plastiques. Donc, alors là, il y a le butanol pour les moteurs à essence. Il y a d'autres procédés qui font intervenir des micro-organismes pour avoir des dérivés de ce qui s'approcherait plutôt du diesel. Donc là, c'est des procédés que je connais moins, mais en fait, il y a tout un tas d'approches qui sont un peu à l'étude pour essayer de prendre le problème par un bout différent. Mhm. Et après, ce sera celui qui a le meilleur rendement ou qui est le plus facile à mettre en place qui s'imposera, je pense. Parce que le diesel a une composition différente que l'essence. Il y a Ouais, certaines molécules qui sont pas les mêmes en fait, et donc il faut du coup changer les bactéries pour qu'elles produisent autre chose, quoi, c'est ça. Enfin, ouais. C'est pas les mêmes micro-organismes. Je crois que c'est plutôt des champignons. Je ne veux pas dire de D'accord. bêtises. Et c'est pas les mêmes alcools, c'est pas les alcools qui sont recherchés. C'est d'autres types de molécules qu'on va après traiter d'une différente façon pour avoir quelque chose qui s'approche du diesel. Ok, ok, ok. Donc c'est d'autres procédés. Ouais. Et donc pour l'instant, tout ça, c'est encore à l'étude. Mm, Et je pense que d'ici quelques années, je pense qu'il y en aura quelques-uns qui vont émerger à l'échelle industrielle. Pour l'instant, là, je pense que le projet sur lequel je travaille, c'est plutôt à l'horizon d'une dizaine d'années, ouais, ce genre de choses. ouais, ouais, donc Donc on ça se reste, projette. c'est comme tu disais au tout début, il y a un pied dans le fondamental et un pied dans l'appliqué, quoi. Mm. Oui, parce qu'enfin aujourd'hui on produit déjà des biocarburants, donc c'est que ça marche déjà Ouais, pour l'éthanol, c'est assez encourageant de mettre 10%, d'avoir 10% du carburant qui est fait d'éthanol. Et du coup, tu travailles c'est indirectement, tu es en contact avec ces sociétés qui produisent l'éthanol de cette manière-là. C'est qui les boîtes qui font ça en fait? C'est aussi les industries du pétrole ou ça n'a rien à voir, qui produisent ce Euh, biocarburant? Enfin, je sais pas Alors, si. il y a une filiale de l'IFP qui, du coup, a un procédé pour ce genre de choses, pour faire de l'éthanol à Et qui, partir de et qui déchets végétaux. produisent et qui vendent cette production-là? Ou c'est Ouais, un. donc D'accord. ça, c'est mature. Donc là, ils sont en train d'essayer de commercialiser leurs procédés, donc soit en France, soit à travers le monde. Hmm. Et après, je pense qu'il doit y avoir des pétroliers qui se sont lancés aussi dessus parce qu'ils ont tellement une force de frappe que ça serait bête qu'ils restent pas leaders du marché. Ouais, c'est ça. Ils ont les moyens quoi, de rester leader Bah avec tout voilà, l'argent. Ils peuvent bien ouvrir des laboratoires pour faire de la recherche là-dedans, quoi. ouais, c'est ça. Et faire des usines de production de, de biocarburants, quoi. Oui. Et en même temps, bon, c'est vrai que c'est un peu triste de dire que c'est les pétroliers qui vont se mettre à faire la chimie verte, mais en même temps, s'ils ont la force de frappe pour payer la recherche et développement qui est encore nécessaire, l'un dans l'autre, je préfère qu'ils claquent des milliards sur ça plutôt qu'ils continuent à claquer des milliards C'est ça. sur le découvert de nouveaux gisements ou ce genre de choses, quoi. Même s'ils vont rester les plus riches, quoi, mais ils auront aidé à la transition C'est, voilà. écologique. Je pense pas qu'il y ait de bonnes enfin, il y a pas de bonne solution ou de bonne réponse à ce genre de choses. Oui. Bioéthanol à partir de la betterave, c'est bien la même chose. Bah du coup, Ouais, ouais, c'est ça. C'est le
c'est le fait, la betterave. Mais est-ce que là, ça va être le saccharose de la betterave qui va être utilisé ou les déchets ou les autres, ou ça va être ces déchets qui vont être valorisés, les déchets de la betterave? Ben justement, on veut essayer Toi, c'est ce que de tu veux moins faire, en moins de moins en moins, ouais. Parce que c'est trop de moins en moins d'utiliser la betterave. Oui, actuellement, c'est le saccharose de la betterave qui est utilisé C'est pour faire ça, le encore bioéthanol. aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ouais, c'est ça. Et la on veut essayer de s'en problématique de passer, ça, justement. oui, pour reboucler avec ce que tu disais au début, pour ceux qui sont arrivés, qui ont raté le début, c'est que en fait, là où c'est difficile justement dans ta recherche, c'est que tu te sers pas des sucres faciles entre guillemets, qui sont le saccharose et les sucres de base, enfin les sucres qui se digèrent plus facilement par les bactéries entre guillemets, qui ont bon goût. Mais plutôt des déchets que personne ne veut et que tu essayes de revaloriser, parce que les procédés actuels utilisent le sucre facile, le saccharose qu'on trouve dans la betterave et dans d'autres plantes, et donc du coup ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est plus facile d'en produire du coup de l'éthanol comme ça, mais toi, tout ton challenge, c'est de montrer que c'est aussi possible avec les déchets pour les revaloriser. Parce que le problème d'utiliser la betterave, le sucre de la betterave, le saccharose, c'est que c'est pas du saccharose qui va être utilisé pour faire du sucre de table à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et qu'on peut pas, aujourd'hui, c'est en concurrence, cette activité-là de production de biocarburants est en concurrence avec des activités d'agroalimentaire pour nourrir du bétail ou des êtres humains, quoi. Donc, c'est ça. C'est compliqué. C'est quand même pas mal. On parle de biocarburants de première génération, compétition avec l'alimentation, et de deuxième génération, déchets végétaux. Donc c'est ça, tu confirmes? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc toi, tu es au niveau 2G. Oui, parce que tu es dans les déchets. Pour comparaison, les lobbies cigarettiers se tournent de plus en plus vers la cigarette électronique. Qui sait, pour les lobbies du pétrole, comment ça va évoluer? Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que oui, il y a de plus en plus de pétroliers qui commencent à investir sur de l'éolien, sur de la biomasse, sur d'autres moyens de produire de l'énergie, parce que je pense qu'eux aussi, ils voient bien que le vent tourne, quoi. Le vent tourne, sans mauvais jeu de mots avec les éoliennes, évidemment. Voilà, exactement. Ok, c'est top. Je crois qu'on a fait un bon tour. Et je vois que le temps est passé super vite. T'as vu l'heure ? C'est vrai, ouais. Il est... Ah non, j'avais pas vu du tout. Il est 10h15 déjà. Ça fait déjà presque 2 heures qu'on parle. C'est fou. Merci beaucoup, Alexandre. Déjà, bravo. On peut t'applaudir pour cette incroyable discussion. Merci, Alexandre. C'était vraiment trop cool. En vrai, c'est pas fini. On peut faire une petite session questions. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez revenir sur certains points de détail que vous n'avez pas compris, ou si vous voulez qu'on élargisse un peu le sujet, parce que là, je pense qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon. Toi, si tu as d'autres choses à rajouter, parce que j'ai l'impression qu'on a touché à tout, mais toi, tu as peut-être des choses que tu voulais dire davantage qu'on n'a pas abordées. Qu'est-ce que vous en avez pensé dans le chat? N'hésitez pas à dire comment vous avez trouvé ce soir. C'est ça quand c'est passionnant, ouais. C'était très intéressant. J'ai raté la première heure, il peut la refaire. Ah non, malheureusement, Zébulon, va falloir regarder la rediff. Rediff qui sera dispo dès la fin de ce stream. Tu pourras regarder la rediff sur Twitch. Sinon, attends quelques jours, elle arrivera très vite sur YouTube. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais te demander comment tu as trouvé l'exercice. C'était très sympa, ouais. De toute façon, t'as bien vu, c'est passé super vite. Ouais. Non, c'était très cool. C'est bien, on a parlé un peu histoire, on a parlé beaucoup biologie du coup, mais bon, ça c'était c'est normal, c'est aussi ton sujet. C'est bien parce à des moments on est un petit peu rentré dans les détails, mais on n'a pas non plus poussé le vice trop loin. Enfin, j'ai trouvé qu'on arrivait quand même à passer d'un sujet à l'autre assez rapidement. Le butanol, on pourrait le mélanger au carburant actuel. Alors, si j'ai bien compris, le butanol, on peut déjà l'utiliser en remplaçant de l'essence à 100%. Mais peut-être qu'il existe aussi en mélange, non, avec l'essence ou pas? De fait, on pourrait mélanger, mais on pourrait l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit pur en fait dans le réservoir. D'accord. Donc et puis tu disais, l'avantage c'est qu'il est compatible avec les infrastructures qui existent actuellement pour le stockage du butanol dans les stations essence, etc. et ce genre de problématiques, quoi.
On peut avoir un aperçu de son sujet version en 1 minute, 0 vulga par curiosité. Non. Enfin, si, on peut en avoir un aperçu, il suffit que tu dises le titre de ta thèse, qui est, du coup. Le titre, j'ai déjà dit, là, tout le monde a éternué quand j'ai dit le nom de ma bactérie. Oui, Alors, le c'est titre de complet. ma thèse, c'est Ingénierie métabolique de Clostridium acetobutylicum pour l'utilisation des sucres de deuxième génération. Voilà. Mais en Voilà. vrai, maintenant qu'on a vu la présentation, enfin la On a présentation, à peu près toutes l'échange, les clés, bah ouais, c'est tous les mots-clés ont pas. été faits. C'est ça. Il n'y a plus grand chose de vraiment nébuleux finalement. Bon, c'est pas C'est le pas type de le thèse titre le le plus plus compliqué. extravagant. Ouais. Y a-t-il un déchet au butanol après utilisation? Une fois qu'il va être, s'il est S'il est- utilisé comme carburant, fatalement, le déchet, c'est le CO2 en fait. C'est ça. Ça Donc va après, rester les mêmes déchets. Là, c'est une ouais, c'est combustion, ça. quoi. Tu vas brûler ton. L'intérêt, c'est que du coup, le CO2, il provient de la photosynthèse d'une plante à la base. Voilà, c'est ça. C'est ça On l'a l'intérêt. dit aussi un peu au début, mais on peut le répéter. C'est vrai que l'intérêt, c'est que, voilà, comme tu as fait grandir une plante, en faisant grandir la plante, elle aura Mhm. absorbé une partie du CO2 de l'atmosphère. C'est là où tu vas retirer un peu de CO2, même si tu vas quand même en dépenser pour faire grandir la plante, pour la déplacer, pour faire Mhm. tout un tas de procédés, et après pour la brûler à la fin. Donc finalement, dans le bilan d'émissions de CO2, tu seras forcément positif. Enfin, tu auras toujours émis plus de CO2 que tu en auras stocké, mais comparé aux procédés actuels d'extraction du pétrole, c'est tellement moins polluant que, c'est que ça reste quand même un procédé qui est très encourageant, quoi. Et Ouais, voilà. c'est ça. Donc non, c'est pas un bilan nul parce qu'en fait, en plus de libérer du CO2 quand tu le brûles, bah, tu vas utiliser aussi de l'énergie pour faire grandir ta plante, enfin pour faire un ensemble de tous les procédés que tu vas utiliser pour Mhm. l'arracher du sol, la planter, je ne sais pas, la mettre en Voilà, c'est contact ça. avec des trucs. Donc, le bilan nul, ça serait parfait. Mais en fait, il n'y a Oui, pas de, y a pas de dans source un monde d'énergie, parfait. il n'y a pas de source d'énergie où le bilan est nul, même le nucléaire qu'on qualifie Mhm. de source propre. Parce que oui, ça libère pas de CO2 quand on l'utilise, entre guillemets, puisque c'est juste la, la désintégration radioactive de l'uranium. Mais en fait, tout le procédé pour construire une centrale, pour acheminer l'uranium, etc., c'est des procédés qui coûtent de l'énergie. Et comme l'énergie, bah, souvent, c'est lié à la production de CO2, en fait, le bilan est pas, est pas nul, quoi. Oui, oui, il y a toujours des dépenses. Et oui, ça va du transport de l'uranium au sandwich de l'employé qui est en train de faire la maintenance, quoi. Oui, voilà, Il y c'est a ça. forcément Donc des. dans ton cycle du carbone, en fait, faut prendre tout en compte. Ouais, Mais après, c'est quand tu compares aux autres procédés, aux autres manières de c'est faire, ça. où tu vois que c'est plus vert, d'où le terme de chimie verte, Oui. pour reboucler. Le fait de trouver des moyens de transformation de la matière, donc la chimie, et qui soit verte, dans le sens peu polluant, avec peu d'émissions de CO2. Reste le problème des phytos, de la biodiversité, etc. Pour la techno de première génération. Oui, c'est ça, du coup. Oui, c'est ça. Donc première génération, c'est quand tu remplaces euh, le, les, euh, les terrains C'est quand tu actuels, utilises. quand tu utilises directement la plante qui pourrait être utilisée pour une autre application, euh, c'est-à-dire application humaine, consommation humaine ou Ouais, consommation agroalimentaire, animale. Pour toi, tu l'utilises pour ton procédé. Ça, c'est première génération. c'est ça. Et du coup, deuxième génération, oui, sur ces aspects-là, c'est un peu mieux. C'est un Parce que peu du mieux coup, puisque bah, tu utilises que les déchets. Et les déchets, tu les Ouais. revalorises. Enfin, sinon, ils serviraient à moins de choses, on va dire. Ils pourraient servir aussi à des choses, Mhm. mais, euh, mais ils sont. Ouais, enfin, c'est le terme de déchet, de toute façon, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. C'est-à-dire que c'est plus Oui. délaissé, quoi. Bonsoir à Bolo FR qui vient de nous rejoindre, malheureusement. Tu arrives à la fin, mais ce n'est pas grave, il y aura la rediff dispo La dès rediff. ce soir, tu pourras la voir. Voilà. Déjà, désolé, j'ai raté la première heure, mes questions sont peut-être redondantes par rapport à ce que vous avez expliqué. Un petit peu, mais en Ouais, il fait, n'y a pas de le souci, hein. principe, c'est que justement, on fait aussi cette petite session questions pour pouvoir rattraper ceux qui n'étaient pas là. Et puis même ceux qui ont été là, bah, ça vous fait un récap, enfin ça vous fait une piqûre de rappel. Parce que c'est important de Ouais. remettre en contexte aussi tout ce qu'on a raconté. Donc, ok, on ira voir la rediff. Merci Bolo. Bientôt sur Ça la permet chaîne ouais, d'avoir YouTube. le message principal.
C'est ça, c'est ça. Et donc ouais, t'es bien motivé pour continuer dans la recherche Ouais, et après tu sais déjà si la boîte éventuellement va t'engager, enfin s'il y a une continuité de contrat après, j'en non, ai aucune on t'en idée. a pas parlé. Non, 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 aucune idée. C'est Puis cool. après, bon, après, je pense que tu es bien placé aussi pour savoir que la recherche, c'est pas évident d'avoir Ah, des c'est postes. compliqué. Ouais. Donc, puis en plus, il y a le petit bonus Covid en ce moment. Donc, pour l'instant, je finis ma thèse et on verra bien après. Ouais, ouais, t'as raison. Et tu peux prendre le temps aussi pour toi de chercher Ouais, voilà, un carrément. boulot si, si ouais, t'as pas le temps. Surtout que la troisième année, c'est compliqué de trouver un boulot, enfin je veux dire avec tout le travail qu'il faut faire pour la rédaction du manuscrit, parce Ouais, que tu vas devoir t'y mettre. Et bon. Après, je te ouais, là, ça y est, rassure, ça va commencer à être musclé là, cette année. ouais. On t'a pas mis trop la pression, ça va? Un peu? Non, 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 non. Enfin, c'est moi qui me la mets, mais sinon, non, ça se passe bien, hein. Ça se passe bien. Bon. Non, et puis t'inquiète pas, enfin je veux dire, c'est vrai que la troisième année, on en a souvent un peu peur. Quand on fait une Mhm. thèse en mode ça y est, ça va être l'année la plus difficile. Effectivement, c'est compliqué. Enfin, il faut. En fait, le mot-clé, c'est l'organisation. En fait, il faut Ouais, savoir complètement. jongler entre les différentes activités et puis prendre son rythme. En fait, faut rentrer, quand tu rentres dans la période vraiment de rédaction, il faut prendre un rythme régulier et au bout d'un moment, tu es tellement Mhm. dans ta bulle, dans ton rythme, que ça fait que c'est moins une souffrance entre guillemets quoi, de devoir beaucoup Ouais, rédiger. Tu deviens habitué et c'est moins compliqué quoi. C'est moins ouais, c'est compliqué ça. et voilà, tout le monde s'adapte à ça et je suis sûr que ça va très bien se Mhm. passer pour toi. Je me fais pas trop Oui, de oui, oui, soucis. je pense que ça va le faire. Mais en tout cas, non, super, super expérience, c'était très cool. Ouais, ok, je suis content que ça t'ait plu. Ouais. Voilà, je pense on va s'arrêter doucement là. Là, on a fait à peu près 2 heures, donc c'est parfait. On a fait le Ouais, format je qu'il sais pas, fallait. je regarde s'il y a des dernières questions du coup. Ouais, si vous avez une ou deux dernières questions, on peut éventuellement les prendre. Mais en tout cas, merci Ouais. beaucoup, Alexandre, hein. C'était vraiment c'était formidable. J'ai beaucoup aimé ce sujet parce que, voilà, encore une fois, en lien avec différents domaines, la Mhm. chimie d'un côté, la biologie de l'autre, l'industrie aussi qui est à prendre en compte, faire des expériences qui t'apportent des réponses dans le fondamental, mais qui ont aussi beaucoup d'intérêt Ouais. après pour l'appliquer. Donc ouais, c'est hyper encourageant, super intéressant comme sujet. Très content de t'avoir eu ce soir pour parler de ça. Et voilà. Si j'ai pas grand chose à dire, félicitations, merci. Bah merci à toi en tout cas, c'était très cool. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là du Hop. coup. Merci à Ouais, tous, ouais, ouais. mesdames et messieurs. Bravo le chat aussi d'avoir posé des questions très intéressantes. C'était vraiment cool l'interaction qu'on a eue avec vous. Vous avez été entre 30 et 50 en général, ça a un peu fluctué pendant le live, mais c'était cool. Là, j'avoue que j'avais pas du tout regardé. Vous avez été assez nombreux, c'était sympa, toutes les petites interactions qu'il y a eu. Voilà, on va s'arrêter là. Moi, de mon côté, je vais lancer un petit raid. Je vais aller voir qui est-ce qui est en live pour faire un petit raid. Mais Alexandre, je vais te laisser le mot de la fin, comme je le dis à chaque fois à de mes intervenants. Donc ça peut être un mot, une phrase, un message que tu veux faire passer, le take home message. Voilà, je vais te laisser Euh... improviser là-dessus. Est-ce que t'es pris de court ou pas là? ouais, complètement, ouais, j'avais C'est marrant pas. parce que tous mes invités sont pareils. Ils oublient, enfin ils savent pas peut-être qu'il y a un mot de la fin et ils sont. Clostridium, voilà, ce sera le mot de la fin. Tu peux. C'est ton dernier mot? C'est mon ultime mot. D'accord. Eh bien, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Je remercie bien toi, Alexandre, d'avoir été là et d'avoir nourri cette super discussion avec le chat et moi. Je remercie également les viewers, évidemment, d'avoir été là, les viewers de l'ombre, comme ceux qui ont été présents aussi dans le chat pour nous raconter plein de choses. Je remercie la modération, euh, en particulier Germain Elvis qui a été là un petit moment. Je ne sais pas s'il est encore là, mais merci à lui. Euh, je remercie également les nouveaux viewers qui ont débarqué et qui connaissaient pas le stream et aussi les follow. Je suis désolé, j'ai pas pu remercier les follow pendant le live, mais voilà, je remercie en particulier Loupaji et Miss Dadou. Merci beaucoup pour votre soutien. Et voilà, prochain stream, ça sera mercredi 20h30 pardon, 19h30 pour le React Dr Stone, si tout va bien. Après, normalement, il y aura un café croissance le samedi matin. Jeudi, comme c'est férié, peut-être un stream surprise, on verra. Merci KNB pour le follow. Peut-être un stream surprise jeudi, on verra. Et sinon, en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Je suis en train de regarder parce que j'ai pas eu le temps de voir
ton mot de la fin était tellement court que j'ai pas eu le temps de voir à qui est-ce que j'allais raider après. C'est compliqué. C'est toi qui me prends le cours en fait maintenant. Non, je vais aller. Je vais peut-être rester chez du POC Science en fait. Je pense que je vais aller, ouais. Je vais faire un petit raid POC Science hein, pour rester chauvin. On va aller. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je crois qu'il n'y a plus que Kathleen Fabrique. Ça fait longtemps que. Il n'y a plus qu'un seul stream de POC Science. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal qu'il y en soit 2 à streamer de POC Science à 22h30. C'est beau. C'est beau cette commu. Voilà, je vais vous envoyer chez Kathleen. Mesdames et messieurs, amusez-vous bien là-bas. Je sais pas quel est le thème de cette soirée, mais je pense qu'elle fait quelque chose de très très bien, très intéressant. On va voir ça tout de suite. Merci à vous deux, très instructif. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. On se donne rendez-vous du coup à mercredi pour les plus courageux d'entre vous. Et puis sinon, à une prochaine. Et merci encore Alexandre. Allez, on dit au revoir. Des bisous. Salut. Ciao.